Alors, donc, bienvenue à ce deuxième séminaire d'une série de 4 séminaires organisés conjointement par Ouranos, Futurs Actes et le réseau d'expertise sur les changements climatiques en Occitanie, le RECO. Ces 3 organisations-là collaborent pour ces webinaires et ils le font avec une intention ferme de collaborer davantage au cours des prochains mois et des prochaines années dans une perspective d'échange des approches en matière d'avancement de la science et de l'adaptation au changement climatique. Avant de vous présenter le modérateur de ce deuxième événement, je vais peut-être dès le départ annoncer le prochain webinaire de cette série qui aura lieu le 19 mai. Les invités et les thématiques abordées restent à être plus finement confirmées. Donc, je vous invite à suivre les nouvelles, les informations sur les médias sociaux ou sur les sites web respectifs pour en apprendre un tout petit peu plus. Mais déjà, vous pouvez réserver le 19 mai, même heure, même poste, pour pouvoir y participer. Et donc, sans plus tarder, je vais donner la parole au modérateur de l'événement, donc le professeur-chercheur Denis Salle, qui est basé à l'Université de Bordeaux, mais qui est aussi en charge de l'initiative Futurs Actes en Nouvelle-Aquitaine. Alors, Denis, je te laisse la parole. Très bien, merci beaucoup Alain pour cette transition et cette introduction. Alors effectivement, on va aujourd'hui partager une nouvelle fois nos réflexions. Je crois que c'est précieux pour tout le monde de partager des expériences, de partager ces réflexions sur ce qui nous préoccupe et ce qui nous occupe dans nos activités, que ce soit de chercheurs ou de praticiens. Et donc, le webinaire d'aujourd'hui s'intitule Organisation frontière pour l'adaptation au changement climatique, l'interface science-société pour accompagner les acteurs territoriaux. Évidemment, le titre en lui-même, il nous indique déjà le chemin que l'on a souhaité ouvrir, notamment la deuxième partie sur l'interface science-société et l'accompagnement des acteurs territoriaux. C'est ce que pratique au quotidien Ouranos depuis plusieurs années maintenant. C'est ce que RECO fait également en Occitanie et c'est ce que nous lançons de notre côté avec Futuract en Nouvelle-Aquitaine en France. On va organiser le séminaire en 2 parties. C'est peut-être sur la première partie qu'on a moins l'habitude de ce concept d'organisation frontière qui est utilisé depuis plusieurs années maintenant par Ouranos, qui définit un peu son identité. Et il nous a semblé important qu'on puisse faire un point là-dessus. Donc, on va avoir une courte présentation de Alain Bourque et puis une mise en discussion autour de ce concept et de cette idée d'organisation frontière. Et dans un deuxième temps, on fera un partage d'expériences concrètes de coopération entre ces organismes frontières et des acteurs territoriaux. Et donc, nous aurons deux binômes en fait, qui feront part de leur expérience. Alors, si vous voulez bien, sur la première partie, donc les organisations frontières, qu'est-ce que c'est? Alors, dans la littérature, mais Alain va y revenir, c'est quelque chose qui apparaît depuis quelques décennies maintenant. On parle aussi des objets frontières. Évidemment, la question qui se pose de suite, et quand on parle de frontières, est-ce que ça sépare ou est-ce que ça réunit en fait? Puisqu'on pourrait dire que le terme évoque les deux choses. Nous, à Futuract, on n'a pas complètement intégré cette notion. C'est aussi pour ça qu'on a invité Alain Bourque à nous la présenter. On dit souvent qu'on va inviter les acteurs avec qui on travaille à faire un pas de côté par rapport à ce qui est leur travail principal pour aller sur les lisières où on va trouver des points de rencontre sur les lisières des uns et des autres. Donc, je crois que ça rejoint cette idée d'organisation frontière. Donc, sans plus tarder, Alain, je vais te donner la parole et puis je crois que tu as quelques diapos à nous présenter. Et puis ensuite, on ouvrira une petite discussion avec Guillaume Simonet qui nous parlera de l'expérience RECO. Et je vous invite, comme l'a dit Alain, à poser vos questions dans le chat et on reviendra vers vous après cette première séquence pour un premier échange. Voilà, Alain, je t'invite à prendre l'écran et le relais. Je vais tout de suite prendre le relais de l'écran en la partageant. Alors, vous devriez voir maintenant la slide titre de ma présentation.
Ça C'est bien le marche? cas? Oui, On la parfait. voit, c'est bien. Donc, très rapidement, quelques slides, là, 6 au total. Donc, effectivement, Ouranos s'est développé initialement, en fait, sans même pas vraiment le réaliser, mais s'est développé comme un organisme frontière. Vous allez le voir, c'est vraiment en parallèle au développement de certaines littératures scientifiques. On a bien compris qu'on prenait cette approche-là. Euh, donc, en fait, peut-être juste pour revenir sur qu'est-ce que Ouranos. Donc, c'est un organisme qui est basé à Montréal, qui a été créé par ses membres en 2002 et surtout par les membres qui sont illustrés en haut ici. Donc, Environnement Canada, Hydro-Québec et 7 ministères du gouvernement du Québec. Et ces membres fondateurs-là avaient, dès le début, obligé tout développement d'organisation ou de centre de recherche à s'assurer de travailler de façon collaborative avec les parties prenantes qu'ils représentaient. Donc, Environnement Canada, Hydro-Québec et les ministères du gouvernement du Québec ont toujours été décrits comme des membres usagers. Et donc, il fallait absolument, en développement de notre programmation scientifique, les impliquer étroitement et de façon durable, pas simplement créer un atelier où on invite des gens des ministères et par la suite, on démarre une programmation. Là, il fallait s'assurer de travailler ensemble. Et d'ailleurs, ces membres-là ont même, au début d'Ouranos, contribué des employés qui avaient donc à la fois la casquette de leur organisation, mais aussi la casquette d'Ouranos pour aider au développement du consortium. Et donc, très rapidement, Ouranos est devenu une masse critique d'experts pour assurer le développement et la coordination de la R&D interdisciplinaire appliquée, orientée vers les usagers de l'adaptation. Et donc, dès le départ, les couleurs étaient annoncées. Il fallait s'assurer qu'Ouranos ait un développement scientifique qui était continuellement connecté aux pratiques qui étaient aux pratiques ou encore aux politiques publiques. Donc, les usagers interviennent de différentes façons, naturellement, pour s'adapter au changement climatique. Et donc, au cours des années, mais ça s'est fait plus graduellement, on s'est mis donc à Ouranos à développer des innovations par une recherche collaborative connectée avec une multitude de praticiens et de décideurs, initialement très orientés sur les membres fondateurs, mais graduellement qui s'est ouvert à l'ensemble de la société québécoise, puisqu'on réalisait que naturellement, les besoins n'étaient pas des besoins spécifiques au ministère, mais étaient des besoins spécifiques à la société québécoise en général. Et donc, au cours des 10-15 dernières années, la programmation scientifique s'est beaucoup développée autour d'un premier axe, autour de la science du climat, parce que c'est clair que l'information climatique, les scénarios de changement climatique étaient d'un intérêt certain, autant pour les membres que pour les chercheurs qui cherchaient à, par exemple, évaluer les impacts ou les vulnérabilités ou les risques en lien avec les changements climatiques. Et un deuxième volet qui a toujours été en quelque sorte le genre de but ultime pour beaucoup des membres usagers, c'est naturellement d'avancer sur la question des vulnérabilités, des impacts et des options d'adaptation pour pouvoir faire face à ces vulnérabilités, ces impacts et ces risques. Et donc, bien qu'aujourd'hui, Ouranos n'est plus structuré de cette façon-ci, au cours des 10-15 dernières années, ça a quand même été organisé autour de thématiques scientifiques, donc la gestion de l'eau, les ressources forestières, l'environnement maritime, où on parlait d'érosion côtière, etc., l'énergie, l'environnement nordique, le bâti, les écosystèmes, la biodiversité, l'agriculture, la pêche, l'aquaculture, la santé et le tourisme. Et donc, ces thématiques-là, on s'est développé en thématique pour pouvoir un peu séparer les morceaux du vaste défi de l'adaptation intégrée au changement climatique. Et donc, vous retrouvez complètement en bas ici de notre organigramme sur lequel je ne veux pas trop m'attarder, mais vous voyez en bas les programmes scientifiques en vulnérabilité, impact, adaptation, la science du climat qui est une science transversale pour nourrir chacune de ces thématiques-là. Et vous avez donc la structure un peu plus, je dirais, administrative de l'organisation, mais cette structure administrative, elle a aussi été très importante pour faire des liens avec nos usagers. Et donc, vous voyez sur le côté droit les différentes connexions qui ont été faites avec les membres ou les organisations qui collaboraient avec Ouranos et qui se sont faites à différents niveaux hiérarchiques. Et ça a été quand même passablement important pour réussir à connecter les avancées scientifiques ou techniques pointues avec les avancées un peu plus stratégiques ou les avancées en lien avec les politiques publiques que ces mêmes organisations-là avaient. Donc, il y a à la fois des frontières
entre la science et les usagers, mais il y a aussi en quelque part un peu des frontières entre les niveaux hiérarchiques, puisqu'on sait que la communication n'est pas nécessairement totalement fluide compte tenu de la grosseur de ces organisations. L'autre point qui a été extrêmement important pour pouvoir travailler de façon élargie avec l'ensemble de la société, c'est que chacun de nos programmes scientifiques ont été montés avec des comités de programme, donc un regroupement de 10 à 15 personnes ou organisations pour chacun des programmes, ce qui nous a permis de réseauter avec plus de 100 à 150 personnes ou organisations qui étaient pertinentes en matière d'adaptation au changement climatique. Et ces comités de programme-là avaient donc un rôle de déterminer les priorités et les sous-priorités, de participer au développement des projets, voire même d'approuver la pertinence des projets pour s'assurer que la programmation scientifique d'Ouranos ne dérape pas trop vers des aspects que l'on considérait trop théoriques et insuffisamment pratiques. Et donc, de cette façon-là, on a développé au fil des ans là, un joli portefeuille de projets qui permettait de continuellement interagir avec des utilisateurs finaux de la science qui étaient naturellement fort intéressés. Pendant que l'on faisait tout ça, il y avait un scientifique à l'Université de Columbia aux États-Unis, David Cash, où on a commencé à prendre connaissance de sa littérature scientifique à peu près au milieu des années 2000. Et donc, si vous allez dans ses publications, là, vous allez pouvoir ce genre de figures et d'analyses beaucoup plus pointues. Mais ce que M. Cash disait, c'était que lorsqu'on fait face à des défis environnementaux complexes qui impliquent beaucoup d'organisations ou de participants de la société et qui nécessitent une collaboration entre ces différents acteurs-là, lui, il exprimait justement ce défi de à la fois connecter les échelles, donc par exemple les acteurs locaux avec les acteurs régionaux comme le monde municipal, les villes et les villages, versus les provinces et les politiques publiques des gouvernements régionaux, versus les grandes politiques nationales. Donc, il y avait déjà un défi de frontières lié à l'échelle d'intérêt des différents acteurs. Et il y avait aussi une reconnaissance qu'il y avait des frontières entre les participants le long du spectre allant de l'action au développement des connaissances, donc allant des décideurs jusqu'aux experts en passant par les gestionnaires, les analystes, etc. Et donc, sans s'en rendre compte, à Ouranos, en mettant en place ce désir de travail collaboratif soutenu entre ces différentes couches, entre ces différents points, on a réalisé assez rapidement que finalement, effectivement, on devenait un organisme frontière, un peu comme Cash le décrivait dans sa littérature, qui n'était même pas en soi spécifique à l'adaptation au changement climatique. C'était pour des enjeux environnementaux considérés comme complexes où l'innovation se fait au fur et à mesure que les organisations implantent des politiques ou changent des pratiques sur le terrain. Et donc, naturellement, il y a beaucoup de défis, et c'est là qu'un organisme frontière prend tout son sens. Il y a beaucoup de défis à réussir à connecter et à faire collaborer ces différentes personnes et différentes organisations. Chacun a ses propres objectifs, chacun a ses modèles conceptuels, chacun utilise ses informations de base préférées. Surtout, chacun a ses horizons temporels. C'est toujours assez amusant lorsqu'on travaille dans un environnement-là d'entendre un expert dire qu'il a besoin de 2 à 3 années pour faire ses travaux, alors que l'utilisateur en général a besoin de l'information pour demain ou parfois même hier. Et donc, les horizons de temps sont très difficiles à combiner pour réussir à avoir ce travail collaboratif-là. Et c'est là que Ouranos et en fait, ce qu'on voit ici, c'est que les différents acteurs voient à peu près la même situation, mais la décrivent dans leurs termes de façon complètement différente. J'avais beaucoup aimé Cathy Jacobs à Adaptation Canada en 2016 qui avait illustré ce petit dessin, qui avait illustré la différence de perspective des acteurs qu'on a autour de la table et la nécessité d'avoir un organisme frontière au milieu pour réussir à justement faire la médiation, faire la traduction de l'information et s'assurer que l'ensemble des acteurs s'orientent, se donnent des objectifs communs autour de la pertinence du développement de la science afin de les accompagner en matière d'adaptation au changement climatique. Dans le cas d'Ouranos, on a ajouté de la valeur autrement que via s'assurer de la pertinence
de jouer un rôle de traducteur et de jouer un rôle de médiateur entre ces différents acteurs-là dans un environnement complexe, c'est qu'on amenait aussi de l'expertise scientifique spécifique, notamment autour de la science du climat et des scénarios de changement climatique à plus haute résolution. Et on apportait aussi des apports financiers. Donc, Ouranos avait des budgets disponibles pour pouvoir cofinancer certains projets, ce qui permettait naturellement d'augmenter les chances d'avoir des projets utiles pour les différentes parties prenantes. Et donc, ça nous a graduellement, avec le temps, dans cette approche-là, nous amené toujours davantage vers le co-design des projets, la co-construction des connaissances et de plus un leadership partagé entre les différents acteurs. Donc, régulièrement, maintenant, on collabore avec des usagers qui peuvent à la fois parler de sciences des changements climatiques dans des termes très pratiques ou parfois, c'est un acteur scientifique qui va en parler de façon beaucoup plus scientifique, mais tout le monde expriment leur perspective du problème dans leur langage, ce qui facilite la communication et le travail collaboratif par la suite. Alors, tout ça, puis là, je ne vais pas m'enfoncer naturellement dans les exemples concrets ou les résultats concrets, mais tout ça a donné toutes sortes de résultats tangibles, parfois des politiques publiques, parfois des réaménagements côtiers, donc par exemple comme à Percé ou aux îles-de-la-Madeleine, des projets aussi très concrets qui permettent l'adaptation au changement climatique dans les milieux urbains. Présentement, déjà depuis quelques années, mais présentement, là, il y a vraiment beaucoup de travail collaboratif qui se font, de travaux collaboratifs qui se font en lien avec la cartographie des inondations et la gestion des inondations. Avec Hydro-Québec, il y a eu des projets en lien avec la demande énergétique, les apports en eau, aussi la cartographie du pergélisol qui est maintenant de plus en plus utilisée pour l'aménagement du territoire avec les communautés, où il y avait eu des expériences de charrettes, par exemple, pour travailler avec les gens des villages et les aménagistes sur comment réaménager les villages dans un contexte de pergélisol qui se dégrade. Des évaluations d'impact environnementaux faites avec les gens responsables des dossiers d'énergie et des projets, par exemple, de ruelles vertes qui se sont même déroulés à l'extérieur d'Ouranos très clairement, mais qui ont, dans certains cas, pris naissance suite à des projets sur la cartographie des îlots de chaleur. Alors, je vous ai décrit un peu comment cet organisme frontière-là, Ouranos, s'est développé avec le temps, mais il faut aussi changer, il faut reconnaître, il faut analyser les faiblesses du système. Et un des constats qu'on a pu faire, c'est que les différents programmes thématiques que vous avez vus tout à l'heure, on a constaté qu'ils s'alignaient quand même assez bien avec les silos gouvernementaux, c'est-à-dire chaque programme semblait être associé à un ou à deux ministères. Et donc, dans ce contexte-là, dans le cadre de notre nouveau plan quinquennal, on a décidé de brasser les choses. Et donc, on n'aura plus de programmes thématiques. Ça va maintenant être des priorités d'adaptation. Et donc, vous avez nos toutes nouvelles, 8 nouvelles priorités d'adaptation. Et donc, maintenant, plutôt qu'avoir des comités de programme, on est en train de créer des comités de priorité d'adaptation. Probablement, on va naturellement beaucoup utiliser le réseau que l'on a déjà bâti, mais on va aussi espérer vouloir élargir le réseau pour pouvoir jouer un rôle d'organisme frontière encore plus vaste dans le temps. Et donc, je termine avec cette slide-là pour vous dire que bien qu'on continue à faire avancer le concept d'organisme frontière, je pense qu'en fait, au cours des prochaines années, on va continuer à le faire davantage. Très bien, merci beaucoup Alain pour cette présentation et puis pour de nous avoir livré un peu, peut-être en avant-première, cette nouvelle façon de réfléchir, cette nouvelle organisation par des défis et par des ambitions. C'est votre stratégie, je crois, qui se dessine à travers ça. Ça rejoint bien d'ailleurs ce qui a été évoqué précédemment sur ces interfaces, mais aussi le maillage qui devient nécessaire pour avancer sur la question de l'adaptation. Je voulais faire réagir Guillaume Simonet, qui lui s'occupe du réseau RECO en Occitanie, pour savoir, en région Occitanie, pour savoir justement l'écho que ça avait dans sa façon de faire. L'exposé de Alain, est-ce que Organisation Frontière, c'est votre identité aussi, ou est-ce que vous avez d'autres approches? Oui, bonjour tout le monde, bonjour Denis, merci.
Alors effectivement, le RECO, officiellement, s'est lancé dans cette idée d'appliquer le concept théorique d'organisation frontière, mais il a fallu expliquer si la frontière, c'était plutôt la frontière des États-Unis et du Mexique ou plutôt la frontière France-Espagne, espace Schengen, quoi, en gros. Donc effectivement, on a joué sur l'idée plutôt que c'était, on a focalisé plutôt sur l'idée d'interface pour simplifier un petit peu les choses. Et il a fallu assez rapidement dans notre cas, pour essayer de structurer la communauté scientifique, c'est-à-dire la mosaïque de l'expertise scientifique qui travaillait sur les changements climatiques en région Occitanie, hein, c'est-à-dire là on parle de plus d'une centaine de laboratoires, probablement le triple en termes de chercheurs et encore plus en termes de travaux, essayer d'aller voir comment on peut structurer ça, comment on peut rassembler ça et dans quel but dans cette initiative du RECO se porter. Donc il a fallu prendre son bâton de pèlerin et expliquer tout ça de manière théorique et donc faire face forcément au début à une sorte de scepticisme. Et donc, alors on y viendra tout à l'heure avec cet exemple qu'on mettra plus qu'on expliquera un petit peu mieux, mais rien de mieux qu'effectivement d'expliquer la théorie à travers des choses concrètes. Voilà. Mais il n'empêche qu'au début, il fallait positionner ses bases. Et donc, par expérience, je ferais remonter deux choses. D'abord, quand on explique ce concept d'organisation frontière, c'est d'éviter d'essayer de l'expliquer de haut en bas. C'est-à-dire la science serait en haut, les acteurs territoriaux seraient en bas et il y aurait une percolation, un transfert de connaissances scientifiques qui irait de haut en bas, ce qui n'est en fait pas vrai. Je pense que les organisations frontières, c'est plutôt quelque chose de transversal entre la communauté scientifique et les acteurs territoriaux. Et l'idée, c'est l'interface des deux savoirs, c'est-à-dire que la communauté scientifique est aussi important qu'elle s'ouvre, je dirais, aux réalités quotidiennes des acteurs territoriaux, à leurs besoins aussi de connaissances, hein, en termes de résultats, de données, etc. Et donc, la communauté scientifique a un rôle d'adapter les projets de recherche qu'ils développent, etc., les travaux sur lesquels ils s'attachent, de manière à les rendre appropriables par les acteurs territoriaux. Et je pense que ça, c'est un aspect qui est assez important quand on explique. Et ça a deux avantages. C'est non seulement ça facilite le transfert et l'appropriation par les acteurs territoriaux, donc là on passe dans l'action, mais ça permet aussi d'expliquer aux autres collègues qui sont derrière des autres cloisons disciplinaires, d'expliquer ce que chacun fait. Qu'est-ce que mon collègue fait en sociologie, qu'est-ce qu'il fait en politique, qu'est-ce qu'il fait en climatologie. Et donc ce concept d'organisation frontière se base aussi sur cette idée de décloisonner les choses, aussi bien en termes disciplinaires, par exemple pour la communauté scientifique, mais quand on passe de l'autre côté et qu'on se dirige vers des interactions avec les acteurs territoriaux, on peut parler non pas d'interdisciplinarité, mais plutôt d'intercognitivité, c'est-à-dire essayer de comprendre la logique d'action qui fait qu'un acteur territorial agit comme il agit. Voilà à chaud, je dirais, et en quelques petites minutes, les réactions par rapport à ça et par rapport à notre expérience du RECO. Bon, il reste que, voilà, à un moment donné, il faut arriver à concrétiser cette théorie et la rendre pratique. Et c'est à travers des outils ou alors des réalisations pratiques qu'on convainc quand même le mieux les partenaires, qu'ils soient institutionnels ou scientifiques, de rejoindre l'initiative qu'on essaye de mettre en place. Très bien, merci Guillaume. Ça alimente bien sûr la réflexion. Nous-mêmes, dans le réseau régional de recherche qui s'appelle Futuract, donc ces réseaux régionaux de recherche, ils ont été lancés par la région Nouvelle-Aquitaine pour essayer d'ouvrir ce qu'on appelle des fronts de sciences sur des sujets d'importance. Et donc, il y en a 7 ou 8 qui sont en train de se constituer. Et le nôtre, qui travaille sur les questions de l'anticipation du changement climatique dans les territoires à transition, il a pour vocation justement je crois, c'est un travail de mise en visibilité du changement climatique, de ses conséquences, des menaces qu'il fait peser aujourd'hui sur des activités, sur l'habitabilité presque de nos territoires régionaux. Et donc, je crois que voilà, c'est l'interface qui est mobilisée, c'est pour essayer de rendre gouvernable le futur, de voir comment on associe les acteurs dans leur diversité, parce qu'il n'y a pas que des décideurs politiques qui sont dans notre champ, il y a aussi les acteurs économiques, la société civile, les artistes aussi. On envisage de beaucoup travailler avec eux parce que les émotions qu'on évacue souvent comme étant d'un registre pas important, eh bien, elles ont leur part dans tout ça. Donc, je crois que tout ça, ça fait converger
nos points de vue de ces 3 organismes qu'on vient de citer, qui ont donné leur point de vue. Alors, je ne vois pas beaucoup de questions dans le chat pour l'instant. Donc, je vous propose, on va enchaîner sur la deuxième séquence, mais n'hésitez pas à les écrire et vos réactions pour qu'éventuellement on puisse vous donner la parole. Donc, je crois que le décor est planté. Il y a ces ambitions qui sont affichées de part et d'autre. Et ce qu'on a souhaité faire dans une deuxième séquence, c'est essayer d'incarner un peu ces coopérations, ces coopérations sciences-société qui sont aujourd'hui, je pense, en train d'être mises en place. Et pour certains, comme Ouranos, qui sont déjà bien implantés depuis une vingtaine d'années. Donc, on a pris 2 expériences et on a invité 2 binômes à discuter un peu, à nous montrer comment ils se sont rencontrés, comment ils ont construit leur collaboration et quelles perspectives ils tracent. Alors, tout d'abord, je vais inviter Guillaume Simonet, qu'on vient d'entendre, qui est coordonnateur du réseau RECO, et Mathieu Descombes, qui est délégué territorial au Parc national des Cévennes. Et donc, ils vont avoir un petit moment pour exposer leur expérience. Et ensuite, on aura un deuxième binôme qui est composé de Alain Bourque, qui va discuter avec Antoine Verville, qui est directeur général du regroupement des organismes de bassin versant du Québec. Et à leur tour, ils pourront exposer comment ils se sont rencontrés, puis comment ils cheminent ensemble sur cet intérêt commun. Alors, dans un premier temps, Guillaume et Mathieu, je vous donne la parole et c'est à vous de nous raconter un peu cette coopération. Et donc, on prendra les questions, on fera le débat à l'issue des 2 présentations qui vont durer une quinzaine, une vingtaine de minutes chacune. Et à l'issue de ces témoignages, on pourra ouvrir la discussion. Voilà, Guillaume, Mathieu, c'est à vous. Voilà, alors une des réalisations pratiques justement de ces organisations frontières, donc du RECO, ça peut être des recueils qui rassemblent l'état de la connaissance scientifique sur un territoire donné. Ouranos l'a fait plusieurs fois et beaucoup d'organisations frontières l'ont fait. Et généralement, c'est sur ces recueils que se basent tout un tas d'événements, de manifestations, etc., ou de déclinaisons aussi d'autres recueils ou d'études. Alors nous, on a voulu vous présenter un recueil qui a été publié, qui est en fait le premier qui a été publié par le RECO en collaboration avec son homologue, le Grec Sud, qui est en région PACA, qui est la région Provence où se trouve Marseille, par exemple. Et ça a été donc à partir d'une commande du Parc national des Cévennes. Et donc, je laisse la suite à Mathieu Descombes pour nous raconter un petit peu cette mise en contexte. Qu'est-ce qui fait que le Parc national des Cévennes, qui se situe au nord de Montpellier, pour vous donner une idée, s'est tourné vers à la fois le Grec Sud et le RECO. Merci Denis, merci Guillaume. Alors le Parc national des Cévennes, c'est un des parcs nationaux de France, je dirais, historique, et qui a eu l'occasion de fêter ses 50 ans l'année dernière, les 50 ans de sa création. Et à l'occasion de ces 50 ans, qui est un demi-siècle, une étape importante pour une structure telle que la nôtre, ça nous a semblé important de réfléchir collectivement à la fois avec les agents, les équipes, les instances consultatives, conseil scientifique, conseil économique et social, et puis la gouvernance de l'établissement, sur à la fois les réflexions à avoir, les messages à passer à l'occasion de cet anniversaire. Et donc ça a commencé, l'histoire a commencé, je dirais, en 2019 par un début de préparation de cet événement. Et progressivement, dans les échanges, s'est imposé à tous, et de manière très consensuelle, cette idée que le thème central des 50 ans, ça devait être cette idée qu'un parc qui a 50 ans gagnerait, aurait intérêt, pourrait se projeter sur ce que serait le territoire dans 50 ans. Et donc ce thème, il est arrivé très logiquement dans le contexte d'évolution climatique actuelle, également dans les activités qui peuvent être les nôtres. Et donc, en prospectant sur la base de cette idée alors, dans un travail de prospection, on a identifié le Grec Sud et le RECO, qui avaient déjà réalisé des cahiers similaires, notamment pour le Grec Sud, et on a établi le dialogue. Le RECO, comme le disait Guillaume, était alors en phase de structuration, et donc on a travaillé en groupement à 3 à cette occasion-là.
Et les cahiers climatiques ont été produits à cette occasion. Et donc, l'idée, c'était de mobiliser la connaissance, produire des cahiers dans une démarche de compréhension pour le territoire, vulgarisation technique aussi. Donc, l'idée est vraiment de procéder avec une interface science-société pour le mettre en débat. Alors, ce travail a été rendu, ça a été vraiment le point d'orgue des 50 ans du Parc national des Cévennes, et dans un faisceau d'autres actions qui ont été mises en œuvre, notamment des actions aussi de mobilisation et de travail avec la société civile, les acteurs socio-économiques. Je pourrais en citer quelques-unes, notamment avec la jeunesse, un travail de mise en place d'une fresque des futurs souhaitables et non souhaitables pour les jeunes affiliés au réseau Hommes et Biosphère, Man & Biosphère. Également une malle temporelle qui a été scellée par les jeunes du territoire et qui sera ouverte dans 50 ans, ou encore des ateliers futuristes avec le territoire pour commencer à se projeter sur les futurs à nouveau souhaitables et non souhaitables. Donc, ce point d'orgue de la restitution de ce travail des cahiers, si on en fait aujourd'hui le retour d'expérience, je dirais que côté parc, on est parti en étant un peu curieux de savoir comment le RECO allait mobiliser la communauté scientifique. Et il s'est avéré très rapidement que c'est la fonction d'interface, elle a joué son rôle par un carnet d'adresses important, parmi des compétences scientifiques dont le territoire a besoin. Et également, les scientifiques se sont prêtés au jeu, à la fois par certainement un attrait pour le territoire et puis des enjeux pour ce territoire concerné par un parc national et marqué par une tendance et des évolutions significatives. Dans les facteurs de réussite de ce travail autour des cahiers climatiques, on a eu aussi le rôle d'un membre du conseil scientifique, chercheur lui-même, coutumier des approches, et qui a été fortement impliqué, notamment comme un rouage, élément d'amplification de la démarche en interne, donc une force d'animation dans la structure parc. Ça a été aussi un atout pour la mobilisation autour de ce travail. Finalement, les travaux ont été réceptionnés par notre conseil scientifique, salués par leur qualité, niveau de rédaction, et en termes de décision de l'établissement par la suite, ça a amené à poser formellement par les administrateurs un positionnement global, un avis sur les changements globaux qui sont à l'œuvre, et notamment sur le territoire concerné par le parc, et également la validation du principe d'aller vers une démarche participative avec la société civile, les acteurs socio-économiques et les institutions vers l'action. Donc, le passage au concret s'est passé au travers de cet outil. Voilà. Et alors, pour vous raconter un peu de l'autre côté comment ça s'est passé, c'est-à-dire le RECO, c'était quoi le contexte à ce moment-là? Alors, nous, ça faisait 2 ans qu'on existait. On avait une petite équipe. Aujourd'hui, on est 5 dans une équipe d'animation. À l'époque, on était 3. Et donc, quand la commande est arrivée du Parc national et en même temps la demande de collaboration du GREC Sud, on a sauté dedans parce que c'était une mise en pratique idéale de la structuration de la communauté scientifique qu'on avait fait pendant 2 ans et de voir si on pouvait, concrétiser l'essai, transformer l'essai, comme on dit, hein, c'est-à-dire essayer de demander à des scientifiques de rédiger des textes sur leur expertise particulière, ça peut être une expertise sectorielle, thématique, etc., dans un style, appropriable pour les acteurs qui vivent ou qui sont en activité dans le territoire du Parc national des Cévennes. Alors, ça a été un succès, effectivement, sur le fait qu'à peu près 90% des chercheurs qu'on a sollicités pour rédiger des textes ont répondu favorablement. Donc ça, c'était un premier succès. Et ensuite, dans le rendu, c'est-à-dire tous les textes qui nous ont été reçus, on n'a pas eu trop de travail d'uniformisation à faire, entre guillemets. Donc, on était assez contents. C'est sûr qu'on avait calibré un petit peu un cahier des charges, hein, entre guillemets, au début. On disait, bon, voilà, en termes de rédaction, vous ne parlez pas à d'autres collègues, vous parlez vraiment à des acteurs, vous ne parlez pas non plus à un citoyen lambda qui ne connaît rien au changement climatique. Donc, il faut trouver un style qui est à peu près entre les deux, en équilibre. Et ça a été un succès. Alors, nous avons mobilisé pour ce cahier qui fait à peu près une centaine de pages, 90 chercheurs, dont 50, un peu plus de 50, font partie vraiment de la communauté scientifique occitane, je dirais. Évidemment, il y a des chercheurs
qu'on est allé mobiliser en dehors de la région, tout simplement parce qu'ils avaient une expertise qui était, on va dire, axée sur la région, mais eux-mêmes constituaient des laboratoires qui étaient en dehors de la région Occitanie. Donc voilà, quand on parle d'organisation frontière, on ne s'arrête pas non plus aux frontières administratives. Voilà. Alors, je rebondis aussi sur ce qu'a dit Mathieu, sur un point important, c'est d'avoir des forces vives locales. C'est-à-dire, dans le cas du cahier territorial Cévennes, effectivement, il y a eu un chercheur qui faisait partie, qui fait toujours partie d'ailleurs du comité scientifique du parc national, tout en étant convaincu par l'initiative qu'on prônait par le RECO. Et donc, il a joué effectivement ce rôle d'interface micro-locale, je dirais, avec l'ensemble de la communauté qu'on cherchait à mobiliser. Et ça a été très important, à la fois par sa conviction, mais à la fois par ce rouage de la connaissance du territoire, parce que lui-même vit toujours sur ce territoire. Donc, il en avait une connaissance qui était fort utile pour vraiment jouer cette interface entre les savoirs au quotidien, les savoirs de la réalité sur le terrain et les savoirs théoriques que lui-même développait ou que ses collègues pouvaient développer. Voilà. Alors, je redonne la parole à Mathieu parce qu'une fois qu'on a ce cahier, c'est bien beau, mais qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que la publication a apporté quelque chose de nouveau dans les activités, a impulsé quelque chose, un agenda peut-être, voire de futures collaborations ou de futures activités possibles avec cette expérience? Oui, comme je le disais tout à l'heure, la première étape, ça a été le passage à la décision, c'est-à-dire la décision des administrateurs et de l'établissement d'investir le sujet. Donc, cette validation de principe, elle est basée un peu sur deux axes. Continuer l'exploitation du contenu scientifique qui a été produit, concaténé, vulgarisé, adapté en tout cas vers le grand public. Donc, il y a cette idée de maintenir cette démarche de sensibilisation et de porter à connaissance sur les territoires au travers de l'outil, mais certainement aussi, pour répondre à la question, au travers d'approches un peu plus focalisées sur certains objets, enjeux. Donc, rentrer maintenant dans des zooms et dans des précisions qui vont s'avérer nécessaires pour passer à l'opérationnel. Donc, ça, c'est le premier point. Et puis, plus largement, cette idée de passer et rentrer dans une démarche, une logique d'action et une démarche de projet. Et donc, à titre d'exemple, depuis, le parc national s'est porté candidat dans une démarche qui est portée par les réserves naturelles de France, un programme LIFE qui s'appelle Nature Adapt, donc qui a déjà vécu une première génération. L'idée étant de mettre en place des démarches de plans d'adaptation au changement climatique. Donc, il y a déjà certaines expériences à l'échelle de réserves naturelles. Le parc national des Cévennes, c'est un parc habité, et donc avec des enjeux de cohabitation, des activités économiques, une relation homme-milieu millénaire sur le territoire, qui est une spécificité. Donc, on va être le premier parc national de France à rentrer dans cette démarche et dans cette logique de projet Nature Adapt. Donc, en bénéficiant aussi de la capitalisation des collègues des réserves qui ont pu le faire, mais également avec un petit peu de l'innovation et de la nouveauté. Et dans cette démarche-là, notre prochain travail dans les 12 à 15 prochains mois, ça va être de préciser de manière collaborative les objets, les sujets sur lesquels le territoire souhaite que l'on travaille ensemble dans le cadre de l'adaptation au changement climatique. Ça va être une première étape. Puis ensuite, de compléter, comme je le disais, le diagnostic de vulnérabilité de ces objets, de ces sujets, et donc nécessairement avec un recours régulier à des interfaces sciences-société nécessaires, et puis à la mobilisation de la connaissance. Et puis, l'idée étant bien sûr d'aller vers un plan d'adaptation au changement climatique, et donc toujours en soutenant la démarche par une approche participative, collaborative, une recherche coactive de solutions avec les acteurs des territoires. L'idée étant d'aboutir à un premier travail, plan d'action, dans une échelle assez courte, puisque 15 mois, c'est rendez-vous mi-année 2022 sur une première version. Voilà. Et donc, du coup, l'intérêt de continuer à travailler ensemble, notamment parce que on va avoir besoin de compléter certains aspects, certaines composantes du cahier climatique qui a été produit par Grec et RECO. Donc, on va continuer à travailler sur ce sujet. Et on se rend aussi, bien sûr, disponible et intéressé pour continuer à capitaliser, c'est-à-dire documenter le processus et continuer à interagir pour
pour à la fois montrer les forces et les faiblesses de ces démarches-là en collaboration. Voilà ce que je peux en dire un petit peu au travers des prochaines étapes, Guillaume. Voilà, merci Mathieu. Alors, concernant le RECO, l'après, effectivement, ce passage test, je dirais, d'élaboration de ce cahier territorial a été un succès, on va dire, par rapport aux objectifs qu'on s'était dit et qu'on s'était donné. Et du coup, on s'est lancé depuis novembre dernier dans un autre cahier, mais cette fois à l'échelle de la région entière, donc le cahier régional Occitanie sur les changements climatiques, qu'on a intitulé CROC, le cahier régional qui a du mordant. Bon, ça, c'était pour le slogan. Et donc, on a réussi avec cette initiative à embarquer avec nous la région Occitanie, l'ADEME Occitanie, qui est un organisme public sur la transition, et une fondation qui nous ont donné du coup des subventions, donc qui crédibilisent, enfin qui nous montrent un petit peu cette idée qu'on a réussi à passer une étape en termes de crédibilité de notre action et aussi en termes de confiance. Alors, ce CROC est pour nous important parce qu'on y a mis une gouvernance temporaire, c'est-à-dire qu'on a établi un comité scientifique qui est composé de 12 personnes, en fait de 12 duos. Chaque duo s'occupe d'une thématique particulière, par exemple le milieu littoral, le milieu montagnard, etc. Et on a établi aussi un comité territorial où il y a des représentants de nos partenaires institutionnels, par exemple la région et d'autres partenaires de services publics ou de représentants de divers échelons. Et alors l'idée, c'est de travailler ensemble à travers ce comité scientifique et ce comité territorial pour élaborer ce cahier régional, mais à la suite de cette publication qui devrait être prévue à l'automne prochain de ce cahier régional, le comité scientifique devrait devenir le comité scientifique du RECO. Et le comité territorial devrait s'agrandir et devenir le comité territorial du RECO. Et donc là, nous parachèverons à ce moment-là une gouvernance de notre organisation frontière et qui devrait commencer à travailler, on va dire, début 2022. Voilà. Alors, ce comité territorial faisait partie vraiment de notre cheminement et demeure quand même une étape tout à fait importante dans notre cheminement et dans notre initiative. Il reste qu'à l'échelle régionale, bien évidemment, on n'est plus sur un territoire donné, on est vraiment sur une autre échelle et il n'y a plus, ces clés de voûte, c'est-à-dire ces chercheurs qui peuvent permettre une interrelation avec l'ultra-local, je dirais, et la communauté entière. Ou plutôt, il existe une mosaïque de ces chercheurs. Et donc, tout le défi est là, c'est comment rejoindre ces chercheurs et les motiver à rédiger une expertise qui parfois peut être extrêmement spécifique ou locale et qui peuvent ne pas forcément représenter une tendance régionale ou une tendance qui peut être observée par exemple à l'échelle régionale. Alors ça nous donne d'autres défis, d'autres enjeux, mais l'idée c'est que ce cahier régional soit vraiment la base sur laquelle on peut ensuite envisager des déclinaisons à l'instar par exemple du cahier territorial sur les Cévennes, et des déclinaisons qui seraient plus portées sur une échelle territoriale. Voilà. Alors, j'en ai fini un petit peu côté RECO, ce qui termine un petit peu le binôme. Je voulais juste dire une petite anecdote, et Mathieu peut-être confirmera, c'est qu'il y a un lien qui existe formel entre le parc national des Cévennes et le parc du Saguenay, je crois, au Québec. Oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Je confirme, c'est un partenariat effectivement historique qui existe au titre de la coopération transfrontière. Très bien, merci beaucoup Mathieu et Guillaume. On va revenir vers vous tout à l'heure avec les questions et puis quelques commentaires certainement. Moi j'en ai dans tous les cas. Maintenant on va parler d'une autre expérience de coopération qui, je crois, celle-là historiquement date de beaucoup plus longtemps, moi, pour avoir suivi un peu les travaux des organismes de bassin versant au Québec et suivi Ouranos. Je crois que c'est un long cheminement. Donc, je vais donner la parole à Alain Bourque et à Antoine Verville pour qu'ils nous racontent un peu à la fois leur rencontre, leur point d'accroche et leur perspective. C'est à vous. Merci, Denis. En fait je riais lorsque tu faisais l'introduction parce que je ne me souviens même pas à quel moment j'ai rencontré Antoine Verville. Je pense que ça fait vraiment un bon bout de temps. Donc, Antoine est directeur général du regroupement des organismes de bassin versant du Québec et il est un collaborateur d'Ouranos de longue date. Donc, en fait, je viens de te présenter
Antoine, mais je vais aussi te donner l'opportunité d'en dire un peu plus davantage, peut-être avec ma première question, c'est-à-dire justement, le ROBVQ, c'est quoi exactement son rôle en matière d'adaptation au changement climatique? Puis peut-être toi, est-ce que tu peux me rappeler comment on a été mis en relation, le ROBVQ et Ouranos? Parce que moi-même, je ne me souviens même pas exactement à quelle date ça a eu lieu. Je n'ai pas de souvenir précis de ça non plus. Peut-être vous introduire là, d'abord ce que font les organismes de bassin versant au Québec très rapidement. Puis il y a beaucoup d'affinités dans ce que je vais vous dire là, aujourd'hui avec des choses qui ont été abordées par Guillaume Simonet plus tôt, là, où il parlait des deux savoirs, de l'importance d'une interface locale, d'adapter le langage aux acteurs. Là, c'est vraiment là que se situe beaucoup notre travail. Les organismes de bassin versant au Québec ont une responsabilité là, en vertu de la loi sur l'eau, sur la gouvernance de l'eau. Donc, ce sont des tables de concertation sur l'eau depuis officiellement en vertu de la loi là, et d'une politique depuis 2001, mais certains là, travaillent depuis 35 ans déjà à mobiliser des acteurs de l'eau pour faire une gestion là, plus concertée de la ressource. Donc, on a dans notre ADN les démarches participatives d'implication des acteurs multi-usagers, l'utilisation de la science aussi. Donc, quand est arrivée la thématique de l'adaptation au changement climatique, pour nous, c'était assez naturel de s'y impliquer parce qu'au Québec, les plus grands impacts là, des changements climatiques sont probablement sur des inondations, des étiages, du ruissellement de surface. Il y a évidemment plein d'autres enjeux, là, mais changement climatique et eau, c'est assez près l'un de l'autre dans le cas du Québec. Donc, il y a la marche à franchir pour que les OBV s'impliquent dans la thématique des changements climatiques n'était pas si grande. Donc, on a eu toutes sortes d'expérimentations. On a été à la co-direction aussi d'une alliance de recherche entre les universités et les communautés en matière d'adaptation. Puis, je pense que c'est dans ce cadre-là, probablement, là, que les premières interactions avec Ouranos se sont produites, là, mais bon, c'est un souvenir assez flou de mon côté. Donc, ça fait déjà à peu près une douzaine d'années que les OBV, les organismes de bassin versant, donc, s'impliquent dans des enjeux d'adaptation au changement climatique, avant que ce soit la tendance finalement aussi au Québec là, de se doter de plans d'adaptation et de démarches. Je vous partage une petite image, là, je ne ferai pas un PowerPoint complet, mais juste pour illustrer où est-ce qu'on se situe, nous, dans toute cette démarche-là. Vous le voyez à l'écran là, en ce moment, c'est ce que je vous présente, c'est l'Institut national de santé publique au Québec qui a fait ce schéma-là. Puis quand on est tombé là-dessus, il y a déjà plus de 10 ans, je pense aussi, là, ça nous a énormément parlé. Puis on travaille toujours autour de ce cycle-là, de transfert scientifique. Puis encore là, il y a des liens à faire avec ce que Guillaume disait un peu plus tôt. Donc nous, quand on est entré en contact avec Ouranos, à la rencontre d'Ouranos, on voyait bien là, cette complémentarité-là que je vois toujours aujourd'hui. Ouranos est un organisme frontière, évidemment, mais qui est quand même très, très près de la science. Là. C'est à la base, c'est de l'organisation de chercheurs scientifiques. Donc, on va faire de la coproduction, on va adapter des contenus par des scénarios climatiques, par exemple. Il y a toutes sortes de moyens de diffusion qui sont mis en œuvre aussi chez Ouranos, qu'on utilise énormément. Notre rôle à nous vient beaucoup dans l'accompagnement des communautés pour tout ce qui est en bas du graphique que vous voyez ici. Donc, on va un peu agir là, comme soutien des municipalités locales ou régionales ou des autres acteurs de l'eau pour s'assurer qu'ils reçoivent bien cette information-là, parce que des fois, elle est diffusée dans des vidéos, des colloques, des documents, mais les gens ne vont pas nécessairement les consulter. Puis une fois que c'est reçu aussi, qu'ils l'adoptent, donc de répondre à leurs questionnements, s'assurer que les gens adhèrent à l'information qui est présentée, s'assurer aussi qu'ils peuvent se l'approprier, donc l'ajuster à leur réalité territoriale propre. Là, il n'y a pas une région du Québec qui est exactement pareille, donc souvent la connaissance demande d'être appropriée, adaptée, puis s'assurer finalement qu'on se rende jusqu'à l'utilisation des connaissances. Donc en ce sens-là, le rôle des organismes de bassin versant et celui d'Ouranos était peut-être un peu à établir au départ. Puis finalement, je pense que se place assez naturellement où Ouranos va coproduire des connaissances avec des communautés locales, mais ne va pas s'assurer de leur appropriation, de leur utilisation dans chacune des 1000 municipalités du Québec par toutes les centaines d'acteurs de l'eau. Donc, notre réseau de 40 organismes de bassin versant agit davantage à cette échelle-là, finalement, là, d'appropriation et d'utilisation par les acteurs du territoire. Puis Antoine, qu'est-ce que tu dirais que c'est quoi les valeurs ajoutées les plus importantes d'Ouranos là, dans vos avancées que vous faites en adaptation? Là, il y en a certainement quelques-unes. Là. Oui, il y en a plusieurs, à plusieurs échelles. Bien, il y a toute une valeur ajoutée qui est en termes de disponibilité des connaissances. Donc, Ouranos produit
produit des connaissances qui sont peut-être même pour nous difficiles à s'approprier là, quand on parle des modèles climatiques, etc. Par contre, il y a tout un travail qui est fait. Uranus produit par exemple une synthèse des connaissances ou appuyer le gouvernement du Québec dans la production d'un atlas hydroclimatique là, du Québec méridional. Donc ça, ce sont des outils de connaissances pour lesquels il y a déjà un travail d'adaptation, de diffusion qui est fait, puis nous permet finalement d'avoir accès à une connaissance qui est un peu plus près de notre langage, de nos façons de fonctionner, puis de l'amener dans les communautés, de les aider dans leur processus d'adaptation. Donc, ça, je dirais que c'est principalement un apport là, très, très, très important en matière de connaissances, mais il y a beaucoup d'intangibles aussi, je pense, dans l'apport de notre collaboration. Nous, on a travaillé au fil du temps là, avec une trentaine de communautés, un petit peu plus maintenant, là, à les appuyer dans des démarches d'adaptation au changement climatique. Puis, on se rend compte finalement que lorsqu'il y a un ou des chercheurs d'impliquer directement avec la communauté, pas juste pour aller présenter son rapport ou ses résultats, mais qui est là tout au cours du processus d'adaptation, qui s'y intéresse, qui peut le mettre en contact, bien ça, c'est un grand facteur de succès. Donc, Uranus nous donne accès à un réseau de chercheurs. Après, il y a des relations bilatérales aussi qui s'établissent avec certains chercheurs une fois qu'on les connaît, qu'on est mis en contact. Donc ça, je pense que c'est un apport qui est vraiment important. Là, on voit que les communautés qui sont accompagnées, où il y a disponibilité de chercheurs, là, adoptent des plans d'adaptation qui sont des fois plus pérennes, utilisent un plus grand nombre de connaissances ou d'indicateurs aussi scientifiques. Là, on est en cours en ce moment d'évaluation de nos démarches d'adaptation avec un étudiant à l'École des technologies supérieures. Puis c'est ce qu'on constate dans les communautés avec lesquelles on a travaillé. Lorsque l'interface recherche et adaptation est présent là, quotidiennement ou hebdomadairement, bien, les gens vont aller plus loin dans leur démarche dans l'utilisation des connaissances. Sinon, peut-être un autre rapport, un dernier duquel je voulais parler, c'est aussi qu'Uranus nous fait beaucoup de place dans sa structure même. Là. Même si je ne suis pas chercheur, moi, bien, j'étais sur un comité de programme. Là, la structure change un peu. On a des projets en collaboration. On est sur des comités de pilotage, de direction de projet. Donc, en étant dans la structure, comme ça, on a une possibilité de l'influencer, de proposer des choses, mais aussi de s'approprier le contenu au fur et à mesure qu'il se développe. Donc, de parler d'Uranus comme on en fait partie, au nous. Là. Pour moi, Uranus, j'en suis une composante aussi. Je ne suis pas juste un bénéficiaire de la science là, dans les étapes ultimes. Donc, je pense que c'est un autre apport là, intéressant. Oui, c'est un bon commentaire, puis ça fit très bien avec ce que Guillaume parlait, là, que ça ne soit pas la science qui va vers le bas, mais que ce soit vraiment bidirectionnel et voire même horizontal. C'est-à-dire c'est vraiment les connaissances scientifiques, les connaissances pratiques, etc., qui travaillent ensemble et qui s'entraident chacun pour leur objectif. J'ai l'impression aussi que ce que tu décrivais, c'est un petit peu la figure que je présentais tout à l'heure avec les points, avec les échelles, puis les rôles des participants. C'est comme si dans le contexte des organismes frontières et de notre collaboration, c'est comme si on réussissait à rapprocher ces points-là pour qu'ils puissent être davantage en communication. C'est pas mal ça, dans le fond. Exact. Puis en fait, pour nous, il existe plusieurs organismes frontières. Là, Uranus en est un, mais nous, on s'est toujours défini aussi comme organisme frontière. C'est peut-être pas la même frontière, la même échelle, mais nous, on est à quelque part... les gens qui travaillent dans les organismes de bassin versant, ce sont des scientifiques qui comprennent la science et les publications scientifiques, mais qui sont aussi très ancrés dans les réalités locales, dans les réalités territoriales. Donc, ils peuvent appuyer les acteurs sur leurs enjeux plus précis. Donc, on peut jouer un rôle, ou on joue un rôle, en fait, aussi d'amener la connaissance vers l'utilisation locale. Donc, c'est probablement une autre échelle de frontières, mais la combinaison Uranus et OBV ou tout autre réseau d'acteurs structurés, là, ça pourrait être sur d'autres sujets, je pense, est intéressante et est importante. Non, en passant, j'avais une autre question, mais je pense que tu viens d'y répondre, c'est-à-dire comment cette expérience-là vous a fait évoluer dans la façon que votre structure interagit avec la communauté scientifique. Tu as déjà soulevé plusieurs points, je pense, cohérents avec ça. Peut-être tu as des commentaires à ajouter par rapport à ça. Ben oui, je vous partage une autre petite image là, sur ce sujet-là. Ici, là, c'est un petit diagramme là, qu'on traîne depuis longtemps parce que nous, quand on a commencé en adaptation au changement climatique, là, on voyait à la limite au départ une espèce de confrontation entre des approches Uranus qui ont beaucoup évolué là, depuis aussi, puis nos approches à nous, on se disait, bon, ben Uranus ou d'autres organisations comme ça, ce sont des scientifiques qui produisent de la connaissance, puis là, qui la font descendre. Là. Tu sais, tantôt, quand on parlait du haut vers le bas, pour que
finalement, on l'utilise, mais quand ça arrive, on n'est pas capable d'utiliser, ce n'est pas adapté à notre besoin. Donc, on avait tendance à peut-être un peu plus rejeter ça là, du revers de la main en se disant, bien, nous, ce qu'on fait, c'est de la résilience des communautés. Donc, on va organiser les collectivités. Là, c'est le bas du graphique ici. On va engager les acteurs, on va les aider à réduire leur vulnérabilité, à construire leur résilience, avec ou sans connaissances scientifiques. Puis au fil du temps, finalement, bien, ce qu'on se rend compte, c'est que les vraies solutions durables sont à la jonction des deux. Donc, il y a un travail très important qui est scientifique à faire de scénarios climatiques, d'évaluation de risques, de proposer des options d'adaptation, puis un travail aussi de mobilisation des collectivités. Donc, si on veut que ça fonctionne, on l'a vu, on l'a expérimenté. Si on ne fait que de l'engagement des collectivités, bien, quand l'organisme qui est là pour soutenir l'engagement, comme l'organisme de bassin versant ou un autre, se retire, bien, l'engagement, souvent, il disparaît aussi. Bon. Puis si on fait uniquement de la science, bien, il va y avoir des belles productions scientifiques, mais les gens ne vont pas nécessairement se l'approprier. Donc, il faut vraiment que les deux soient en combinaison. Puis c'est ce qu'on fait, je pense, maintenant depuis plusieurs années avec Ouranos. Donc, être à la fois sur le plan scientifique, sur le plan de l'engagement des communautés, puis ensemble, on les aide à se réorganiser, à se transformer finalement pour faire face au changement climatique. Donc, ça, c'est quelque chose, moi, que je retiens aussi dans toutes les interactions qu'on a dans d'autres sujets avec la science. Hein. On travaille aussi sur autre chose que les changements climatiques, là, sur la santé des lacs, par exemple. Le ROBVQ, les OBV du Québec, maintenant, vont davantage s'impliquer dans des projets de recherche s'ils sont là dès le départ, si on peut coproduire le contenu, si on réfléchit vraiment dès le départ à comment est-ce qu'on va pas juste diffuser un article scientifique, mais assurer l'accompagnement de la communauté. Donc, ça devient pour nous des prérequis de collaboration avec la recherche là, qui se sont développés, entre autres, grâce à la collaboration avec Ouranos. C'est bien de voir qu'on a mutuellement évolué dans tout ça, là, puis qu'on se trace un nouveau chemin. Mais justement, selon toi, pour l'avenir, puis en plus, Ouranos qui est en train de revoir ses priorités, puis les comités, etc., c'est quoi, tu penses, qui sont les plus gros obstacles ou encore les défis prioritaires à aborder là, si on veut continuer à bien exploiter, je dirais, ce concept d'organisme frontière au cours des prochaines années? Oui. Bien, il y en a beaucoup. Et encore une fois, il y a plusieurs échelles. Hein. Ton graphique là, du départ demeure ici. Je pense qu'il y a des freins, des obstacles là, que j'appellerais plus profonds là, à la transformation de nos communautés. On a organisé il y a quelques années un grand forum des communautés résilientes, puis on les a amenés à réfléchir à ça, justement. C'est quoi les grands freins à lever si on veut que nos communautés se transforment, s'adaptent au changement climatique? Puis il y a des choses là, très structurantes qui ressortaient, comme la façon dont on aménage le territoire au Québec, la façon dont la fiscalité est conçue, la façon dont on gère des décrets gouvernementaux. Donc, ça, c'est des choses sur lesquelles, à l'échelle locale ou régionale, on a peu de contrôle. Je pense qu'un organisme frontière comme Ouranos, lui, sur la base de production de connaissances, mais aussi de revues de littérature, de revues de connaissances internationales, peut définitivement aider à orienter le gouvernement dans des changements de pratiques comme ça, là, qui seront peut-être plus sur du moyen terme, mais je pense que c'est un défi à relever, mais un rôle essentiel. Ouranos le fait beaucoup en ce moment sur la thématique des inondations, par exemple. Là. Donc, je pense que ça, c'est à la fois un défi puis un intérêt qui est présent. Sinon, on a aussi évalué les communautés avec lesquelles on a travaillé dans les dernières années. On est en cours d'évaluation, puis à l'échelle plus locale et régionale, ce qu'on a, c'est un besoin encore plus grand de communication entre la science et les utilisateurs. Bien qu'on ait fait ça pendant 3-4 ans avec certaines communautés, quand on les interroge maintenant sur c'est quoi le plus grand frein, bien, ils nous parlent encore d'incompréhension de certains acteurs des enjeux de changement climatique, de manque d'implication des chercheurs dans la communauté, alors que c'est ça qu'on a fait quand même là, de façon très active pendant 3-4 ans. Donc, pour moi, c'est un appel à encore plus de ça, encore plus de collaboration entre la recherche puis les communautés. Puis à l'inverse, ils nous disent que le principal facteur d'engagement, ou en tout cas le deuxième principal facteur d'engagement, ça a été qu'il y avait de la production de connaissances en soutien, l'implication de chercheurs. Donc, les gens ont apprécié ça, puis en veulent plus, finalement. Là. Je le disais tout à l'heure aussi, on note ceux qui ont bénéficié d'un accompagnement plus étroit, bien, ont été plus loin aussi dans l'utilisation des connaissances, puis dans l'utilisation de certains types d'indicateurs. Puis là, on est rendu, on a travaillé avec une trentaine de communautés dans la résilience, puis ça s'est terminé il y a presque 2 ans maintenant, donc on évalue avec du recul. Puis on voit que dans la majorité des communautés où il y a eu cette implication étroite-là,
bien, l'engagement est plus pérenne. Les gens ont mis à peu près 100% de leur plan d'action est mis en œuvre après 2 ans déjà dans la majorité des communautés. Donc, c'est des choses qu'on ne voyait pas dans les initiatives antérieures. Donc, on pense vraiment là, que renforcer cette collaboration-là presque quotidienne entre la recherche là, puis l'application, c'est quelque chose qu'on doit maintenir. Maintenant, peut-être, dernière chose, on a réfléchi à des défis à relever, des choses qu'on n'a pas testées encore. Puis on l'a réfléchi avec des gens chez vous, là, chez Ouranos aussi. Puis on pense que quelque chose qui serait vraiment intéressant, ce serait de centrer la production de données scientifiques aussi sur des usages éventuels. Donc là, il y a beaucoup de données qui existent, il y a des scénarios, etc. Mais pour avoir des espèces de package là, en anglais de données, mais si je suis une communauté qui fait face à un enjeu d'étiage, par exemple, j'ai de la difficulté avec le changement climatique à faire l'approvisionnement en eau potable, bien, quelles sont les données que je devrais penser, tu sais, les indicateurs et les données là, généralement utiles dans ce type de contexte-là. Donc, un peu appuyer les communautés à faire la réflexion sur qu'est-ce qui est utile pour eux, qu'est-ce qui ne l'est pas. Ils ne connaissent pas tout le spectre des données et des connaissances disponibles. Donc, de faire peut-être un pas supplémentaire là, sur cette voie-là, vraiment centré sur l'usage, c'est quelque chose qui ressortait aussi de notre réflexion et de notre évaluation. Bien, merci beaucoup, Antoine, pour cette discussion, cet échange qui portait sur le passé, le présent et le futur. Là. Je pense que ça regarde bien pour la suite des choses à continuer à faire avancer à la fois le concept d'organisme frontière, mais aussi la science puis l'adaptation sur le terrain en même temps. Je vois que dans le chat, il y a quand même quelques questions qui sont très intéressantes, mais je redonne la parole à Denis, justement, pour gérer cette partie-là. Merci, Alain. Très bien. Ben, merci beaucoup à vous quatre pour cet échange passionnant et passionné aussi. On voit quand même l'intérêt que vous avez trouvé les uns et les autres à construire ces coopérations et puis les fruits qui, je pense, sont là. Donc, effectivement, on est 65 dans la discussion, donc c'est bien. Donc, je propose qu'effectivement, on prenne quelques questions qui ont circulé dans le chat, et puis n'hésitez pas à en mettre d'autres, et puis je vais faire quelques suggestions et quelques questions. Alors, il y a d'abord une question de Sébastien qui pose la question de la pérennisation et derrière, finalement, du financement de ces dynamiques qui sont toujours effectivement longues à se mettre en place. Guillaume l'a évoqué pour RECO. Nous, sur Futuract, on a hérité d'une dynamique qui date de 2010, qui s'appelait Acclimatera, où on a fait une sorte de GIEC régional, où on a fait des rapports pour faire l'inventaire un peu de la situation de la région vis-à-vis des vulnérabilités au changement climatique. Et Futuract a vocation, à produire de la nouvelle recherche pour répondre à ces défis. Donc, effectivement, assurer la pérennisation, c'est regarder devant soi et avoir des soutiens. Nous, on a le soutien de la région, ici, pour Futuract. Et qu'en est-il pour Ouranos et qu'en est-il pour RECO? Alors, Ouranos, peut-être, Alain, vous avez une structuration qui est historiquement beaucoup plus forte et une logistique impressionnante. Tu vas nous en dire un mot. Et après, je proposerai à Guillaume de nous dire aussi comment les conditions de pérennisation de ces dynamiques. Alain? Oui, merci. En fait, c'est sûr que j'expliquais comment Ouranos est né au début, puis c'est pour ça que j'ai insisté sur le fait que dès le départ, les membres fondateurs ont reconnu en quelque part qu'il y avait un enjeu de frontière, naturellement sans jamais utiliser ces mots-là, mais ils ont reconnu qu'il devait absolument y avoir dans le concept pour que ça fonctionne des employés contribués. Donc, chacun des partenaires, autant du niveau des usagers que du niveau des universitaires, avait accepté ce concept d'employés contribués de façon à créer ce mélange, cette interconnexion entre la recherche, les politiques publiques ou les actions, etc. Mais ça n'a jamais été vraiment formellement reconnu comme un enjeu. C'était comme naturel de le faire de façon à créer de l'appropriation, du développement de connaissances pertinentes, etc. On utilisait d'autres mots pour relever l'importance de cette interconnexion-là. Et là, le défi, ça a été naturellement que les budgets et les financements, eux, devaient aller aux projets exclusivement à des projets tangibles. Et c'est vraiment très graduellement, je dirais de 2002 à 2007, 2008,
que là, graduellement, les financeurs se sont mis à reconnaître ce rôle de coordination, de médiateur, de traducteur ou de facilitateur. Là, il y a toutes sortes de mots qui ont été utilisés. Et donc, à graduellement reconnaître cette notion d'organisme frontière. Et ça fait peut-être seulement depuis 4-5 ans, là, je dirais, que les financeurs eux-mêmes décrivent Ouranos comme un organisme frontière. Donc, ça a pris vraiment beaucoup de temps. Heureusement, on a été associé à des organisations et à un partenariat qui y croyait beaucoup et qui a pu donc dédier des financements à assez long terme. Il y a une question dans le chat qui est très pertinente qui dit qu'un des défis des organismes frontières, c'est de réussir à maintenir de façon durable des financements. Et là, c'est là que cette approche de partenariat ou de consortium a été extrêmement importante parce qu'une fois que c'est monté, c'est très difficile à monter, mais par la suite, les gens ne veulent pas le perdre. Récemment, je parlais à la PDG d'Hydro-Québec et elle comprenait bien qu'à chaque dollar qu'elle investissait dans Ouranos, elle avait des résultats qui valaient beaucoup plus que $1 puisqu'il y a plein de partenaires qui co-investissent dans cette organisation-là. Et donc, on a réussi à naviguer, non sans douleur par moment, là, lorsqu'il y a des besoins de renouveler le financement, mais ça nous a permis, là, je dirais, de perdurer dans le temps, alors que ce n'est pas toujours le cas pour des organismes frontières, surtout ceux qui dépendent d'un seul partenaire où il peut y avoir une année sans budget qui se ramasse à détruire un peu ce que tu as développé au cours des années précédentes. Ça, je pense, c'est très important, l'aspect multi-partenaire et bailleur de fonds. Guillaume, sur votre configuration à vous en Occitanie, que tu as présenté tout à l'heure un peu comme aussi en structuration, quoi. Oui, tout à fait. Alors, quand on a démarré, déjà, il faut savoir que la région Occitanie, telle qu'elle est maintenant, venait juste d'exister. C'est-à-dire qu'elle est issue de la fusion de deux anciennes régions. Et donc, d'un coup, elle offrait un potentiel d'échelle qui était tout de suite très pertinent. D'ailleurs, ça ressemble un peu d'ailleurs au Québec en termes de population et d'enjeux qui sont très multiples et concentrés sur un seul territoire. Donc, on a profité un petit peu de cette niche pour essayer de se loger à cette nouvelle, finalement, à cette nouvelle échelle sur laquelle il y avait très peu d'acteurs qui jouaient déjà non seulement sur les changements climatiques, mais même en termes de structuration de communautés scientifiques ou même d'acteurs territoriaux. Le deuxième aspect, c'est que la politique régionale de la nouvelle région Occitanie a tout de suite été portée sur la transition énergétique, c'est-à-dire sur une autre façon de produire de l'énergie. Elle veut devenir la première région d'Europe à être carbone neutre, à être uniquement avec des énergies renouvelables, etc. Ça veut dire que tout ce qui était gestion des impacts et adaptation s'était mis de côté. Donc, il y avait une niche vacante dans laquelle on s'est installé. Et très rapidement, on a pris contact avec la région au début et on s'est un petit peu heurté, et c'est normal, je pense, au scepticisme de dire, bon, il existe déjà des micro-dispositifs entre chercheurs et acteurs territoriaux. Quel est justement, c'était intéressant justement ce que vous avez dit tout à l'heure, Antoine et Alain, quelles sont les plus-values d'une organisation frontière, en tout cas de votre initiative. Et donc, il a fallu montrer au cours de ces 2 premières années de démarrage quelles pouvaient être en théorie les plus-values. Et là maintenant, on est dans une deuxième phase, c'est-à-dire de montrer de manière concrète que cette plus-value existe vraiment en termes pratiques. Et donc, ça, c'est le deuxième défi. Et c'est au fur et à mesure qu'on commence à tisser des liens avec des partenaires qui commencent à être convaincus et qui commencent à on va dire, desserrer un petit peu les cordons de bourse. Et donc, on commence à toucher à peine cette année une aide financière qu'on n'a pas eu les premières années. Donc, il y a tout un travail de conviction, j'allais dire de séduction, mais c'est de séduction dans le bon terme, c'est-à-dire de montrer en quoi un organisme peut arriver à rajouter quelque chose de plus, aussi bien à l'échelle territoriale qu'à l'échelle régionale. Le dernier point que je voulais dire, c'était que dans notre discours, souvent on dit s'il existe une gouvernance en termes d'adaptation qui se met en place multi-acteurs à l'échelle de la région et pourquoi pas qui pourrait être portée par la région et donc qui enclencherait peut-être une disparition du RECO, pourquoi pas?
L'idée, c'est que les choses avancent finalement. Le RECO n'existe pas en soi pour exister. Le RECO existe pour faire avancer les choses. Il se trouve que pour l'instant, la niche était vacante et donc très bien, ça amène une pertinence à l'existence du RECO. Mais si en soi, les choses évoluent et une structuration d'une gouvernance multi-acteurs se met en place par la suite, voilà, ça sera le devenir. Et donc, dans ces cas-là, le RECO aura fait sa part de manière temporaire. Très bien, merci. Je vais reprendre des questions dans le chat, peut-être pas dans l'ordre, mais il y en a une qui s'adresse, je pense, peut-être à Antoine, au sujet et à Mathieu peut-être aussi, sur l'aide ou l'appui à des usagers ou à des acteurs à des échelles très locales. Donc, évidemment, on mesure, ou peut-être c'est des filières très spécifiques, on peut imaginer. La question, c'est de savoir justement quelles sont les principales barrières et comment est-ce qu'on procède pour aller alimenter ces acteurs dans ces configurations très, très spécifiques. Alors peut-être Antoine sur les organismes de bassin versant, et peut-être je ferai réagir ensuite Mathieu à l'échelle du parc national. Il y a effectivement plusieurs, je ne sais pas si ce sont des barrières, là, mais des difficultés à l'implication des chercheurs à une échelle très, très locale. On arrive à le faire, mais on vit avec ces difficultés-là. Puis la première étant probablement que les usagers ne comprennent pas toujours bien ce qu'est de la recherche. On voit le chercheur comme un expert, finalement, comme si on allait chercher un bureau d'études, ou alors que le chercheur, lui, doit produire des nouvelles connaissances, faire des publications scientifiques. Donc, il y a toujours... on a eu plusieurs exercices, là. Il y a plusieurs années avec Ouranos, de demander à tout notre réseau, ce serait quoi les besoins d'accompagnement par des chercheurs. Puis dans tout ce qui est sorti, la majorité ne concernait pas vraiment des enjeux de recherche, mais juste d'accès à des experts, finalement. Donc ça, je pense que par la participation d'un organisme de bassin versant ou d'une autre organisation impliquée localement, on est capable aussi d'accompagner, d'éduquer, d'informer de part et d'autre des rôles et des possibilités de chacun, puis de trouver les points d'arrimage. Mais c'est certain que c'est une difficulté. Il y a toute une difficulté aussi autour des échéances. Là. Je pense que c'est Alain qui l'évoquait, des projets de recherche, c'est 2, 3, 4 ans, alors que les actions terrain, les plans d'adaptation, etc., ça se fait souvent beaucoup plus rapidement. Donc, il y a des échéances à arrimer. Il y a aussi... dans le financement de la recherche en ce moment, des enjeux parce que les chercheurs sont beaucoup amenés à produire des connaissances, à publier dans des revues hautement cotées, etc. Donc, pour un chercheur, s'impliquer pendant 3 ans avec une communauté locale sur une démarche d'adaptation, ça ne mène pas à énormément de publications ou à énormément de reconnaissance par les organismes bailleurs de fonds en matière de recherche. Donc, il n'y a pas beaucoup de programmes là, qui sont axés sur l'accompagnement, le transfert. Donc, il y a peut-être un enjeu de ce côté-là. Bon, lorsqu'il en existe, on voit les utiliser à leur plein potentiel. Donc, ça prend des chercheurs qui ont un intérêt pour ça aussi intrinsèque, de dire « je souhaite m'impliquer dans les communautés », puis les accompagner. Puis finalement, dans le cas du Québec, il y a un enjeu de distance aussi qui est une barrière parce que les chercheurs vont s'impliquer toujours un peu dans les mêmes communautés qui sont près des universités ou des grands centres urbains, mais on a quand même des grands enjeux d'adaptation dans des régions plus éloignées comme la Gaspésie, le Bas-Saint-Laurent, la Côte-Nord, où il n'y a pas nécessairement là, de chercheurs de proximité, si je peux me permettre. Donc, évidemment, il y a des choses qui peuvent se faire en visioconférence, mais quand on parle d'érosion côtière ou d'inondation, mais ça exige une présence, surtout quand on est en gouvernance participative avec des stratégies d'implication des intervenants. Donc, c'est les quelques barrières que je verrais, mais je pense qu'en ayant un relais régional, déjà, ça vient lever plusieurs de ces barrières-là. Le chercheur ne peut pas toujours être présent, mais le relais régional peut assurer une certaine présence, peut s'assurer que chacun comprenne bien les rôles respectifs, peut s'assurer d'essayer de combiner un peu les échéances de chacun dans les projets. Donc, c'est la stratégie, en tout cas, que nous, on met de l'avant. Merci. Mathieu, peut-être oui. une réaction sur cette... Oui, merci Denis. Effectivement, moi, je rejoins beaucoup du coup ce que décrivait Antoine. Pour répondre à la question, l'idée qu'on s'en fait à ce stade, c'est que le parc national et la gouvernance du parc elle-même
soit finalement mobilisé comme également une interface, c'est-à-dire que les instances consultatives, un conseil scientifique, un conseil économique et social de socioprofessionnels et d'habitants vont être fortement impliqués par l'intérieur, par eux-mêmes, sur la mobilisation de leur réseau d'acteurs. Et donc, en termes de pilotage, on se projette vraiment sur une implication forte de ces instances et de leurs représentants, d'une part. Et bon, c'est une vision a priori, mais également aussi sur cette idée que l'interface, notamment autour d'un dialogue territorial, d'une approche de la concertation autour de ce travail, permettra également de susciter de l'intérêt mutuel, une forme d'acculturation, une compréhension améliorée des enjeux immédiats, peut-être très actuels et à court terme de certains opérateurs économiques ou habitants des territoires face à des constats, et leurs constats d'une connaissance vernaculaire, mais quand même historique, comme des éléments de dialogue vers la communauté scientifique et vers la production de connaissances. Donc voilà, c'est une vision a priori, mais qui va également dans le sens de ces enjeux, avec l'idée de trouver des moyens de jouer un rôle dans cette approche en tant qu'établissement. Oui, très bien, merci. Dans le chat, on demande des exemples un peu concrets, mais lorsque la parole tournera, vous pourrez les reprendre. Moi, je voulais réagir à une des questions, une remarque qu'a fait Antoine sur l'implication des acteurs, finalement, dans la programmation des questions de recherche. Alors, ça, c'est quelque chose qui fait couler beaucoup d'encre, parce que finalement, on dit, si on fait venir les groupes d'intérêt dans la programmation de la science, on dirait c'est faire rentrer le loup dans la bergerie. C'est-à-dire, c'est aussi les agendas de recherche vont être définis par les priorités des firmes, et on sait les jeux d'influence qui se jouent autour de ça. Donc, la question que j'adresse un peu à Alain et à Guillaume, et aux autres aussi, c'est un peu la bonne distance, Comment on fait pour se préjuger aussi, se prémunir des jeux d'influence que pourraient avoir certains acteurs pour orienter la programmation de la recherche dans le sens de leurs intérêts, plutôt que dans le sens de la question de l'adaptation en général. Donc, la voie est étroite. Est-ce que la bonne distance est facile à trouver? Je peux peut-être commencer pour dire que oui. Non, la bonne distance n'est pas facile à trouver. En fait, c'est inévitablement un exercice d'équilibrisme. Ouranos a pris dès le début l'orientation de donner un assez bon pouvoir aux utilisateurs à déterminer les priorités de recherche. Alors ça, c'est assez clair. Clairement, surtout au démarrage, ça n'a pas fait consensus auprès des chercheurs universitaires. Mais là, je pense que c'est à force d'expliquer la valeur ajoutée d'accepter ça et puis naturellement, c'est du donnant-donnant. En quelque part, les besoins des usagers permettent d'accéder à des financements qui vont permettre de réaliser de la recherche que les chercheurs veulent aussi réaliser et naturellement de valoriser les retombées finales, c'est-à-dire que la recherche qui fait la différence, qui donne des outils concrets, qui permettent l'innovation, etc., fait en sorte qu'il y a quand même beaucoup de chercheurs. D'ailleurs, on remarque à Ouranos, c'est souvent les chercheurs un peu plus jeunes qui ont tendance à s'y intéresser et à davantage donc s'impliquer dans la programmation d'Ouranos, alors que d'autres sont peut-être un peu moins intéressés parce qu'ils trouvent que Ouranos est un organisme qui est trop orienté vers les utilisateurs et les décideurs. Ceci étant dit, c'est quand même aussi un autre bon argument pour avoir un organisme frontière externe aux organismes membres d'Ouranos. Donc, ça nous permet aussi une certaine indépendance, c'est-à-dire que même dans certains cas difficiles où on travaillait sur l'érosion côtière, le gouvernement du Québec parfois n'était pas tout à fait heureux de certaines conclusions de nos rapports qui laissaient sous-entendre qu'il faudrait évacuer des zones assez importantes, etc. Et donc, ils n'étaient pas certains des impacts potentiels. Mais on a pu tenir notre bout. Alors, il faut avoir le courage de le faire, même si le financement provient de ces propres organismes-là. Et là, c'est là que la question de maintenir, de conserver sa crédibilité scientifique devient cruciale pour pouvoir continuer à mettre ensemble des chercheurs universitaires puis des utilisateurs dans le temps. Donc, il faut absolument continuer à tabler sur cette crédibilité-là, cette transparence-là, cette objectivité-là et cette neutralité-là. Mais bon, dans le quotidien puis dans le développement des projets, parfois, ça peut être assez difficile. Et parfois, je blague en disant que
beaucoup de nos coordonnateurs, de nos coordonnatrices doivent être un petit peu psychologues lorsqu'ils animent des réunions, des discussions, des négociations, de façon à pouvoir réussir à faire avancer ces deux côtés-là, la science et l'action. Merci. Guillaume, sur cette bonne distance, est-ce que ça pose question ou problème? Oui, bien évidemment. Puis Alain a dit le mot, en fait, qui maintenant, après coup, je ne suis pas sûr que tu l'aies dit, Alain, dans ta présentation, mais un mot-clé d'une organisation frontière, c'est son indépendance. Et donc, tu l'as dit là, effectivement, je pense que c'est vraiment la clé de voûte quand même de sa propre, déjà, crédibilité. Et donc, voilà, dans les discours, je pense que c'est assez important. Et effectivement, à partir du moment où on dit qu'il y a une initiative avec une certaine indépendance, bon, ben, forcément, on se heurte en face à comment dire, une sorte de dynamique de négociation sur la marge de manœuvre de cette indépendance-là. Voilà. Alors, je cite des exemples. Alors, c'est non seulement dans la recherche, où on va dire dans comment la définition des objets de recherche, que dans comment dire, l'appropriation ou la valorisation des résultats de recherche. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait des résultats qu'on a obtenus? Est-ce qu'on les utilise pour conforter un projet, ou au contraire, on les utilise pour dire que ce tel ou tel projet n'est pas essentiel? Bon, par exemple, une chose est assez claire, en région Occitanie, le tourisme, par exemple, surtout le tourisme littoral, est une priorité parce que c'est un pilier économique de la région. Est-ce que le développement, par exemple, de la région Occitanie, de cette côte littorale pour accueillir encore plus de tourisme va dans, par exemple, une protection accrue de la biodiversité, ou sur les problématiques d'érosion côtière, ou sur la protection des paysages, etc. Bien évidemment, là, c'est à la région elle-même d'arbitrer. Mais nous, forcément, le rôle, c'est quand même de montrer qu'il existe des résultats de recherche qui montrent que, par exemple, l'érosion avance, que la surcharge touristique peut être néfaste pour telle ou telle biodiversité, etc., etc. Et donc, l'arbitrage, comment dire, ou les recommandations ne sont pas de notre ressort. Par contre, il est de notre ressort de mettre sur la table ces constats-là et ces faits-là. La suite, après, ne nous regarde pas, entre guillemets, dans la pratique des choses, mais en tout cas, voilà, tout se joue ensuite dans une sorte de négociation et de trouver un compromis. Puis, comme le dit Alain, c'est vraiment un rôle d'équilibriste après dans l'interaction directe avec chaque acteur territorial. Et c'est jamais évident. Très bien, merci. Alors, on arrive vers la... Oui, il nous reste encore un petit moment de discussion, donc n'hésitez pas à verser vos questions. Je vais en glisser une avant d'en reprendre une du chat. Vous avez été à deux fois, Mathieu et Antoine, vous avez cité un peu les aspects futurs, l'aspect des futurs souhaitables, a dit Mathieu, des horizons, voire des scénarios. Et c'est sur ça que je voulais vous interpeller. Alors, nous, ici à Futuract, on essaie justement de développer ces questions de ce qu'on a appelé des sciences de l'anticipation, hein, en considérant qu'on avait besoin de savoir pour anticiper, dépasser un peu peut-être le terme un peu fataliste de s'adapter, mais pour au contraire faire des stratégies un peu engageantes. Donc sur cette question des scénarios, d'ailleurs peut-être qu'un jour on y consacrera un séminaire dédié pour voir comment on va coupler des savoirs qui vont de la modélisation du climat à peut-être des savoirs anthropologiques pour faire ces scénarios. Je voulais vous entendre les uns et les autres sur ces aspects un peu de scénarios, de prospective. Est-ce que les acteurs et la science se retrouvent sur ces perspectives-là? Le fait de bâtir des chemins, des trajectoires. Il y a beaucoup de travaux sur les trajectoires, sur les pathways. Il y a une abondante littérature. Donc, est-ce que ça fait écho à quelque chose que vous faites ou que vous envisagez de faire, que ce soit du côté des organisations ou des scientifiques ou des praticiens que vous êtes? Alors, je vais proposer de commencer par Mathieu, pourquoi pas. Oui, je peux amorcer une petite réponse pour lancer également la contribution des participants collègues. À l'échelle du parc, aujourd'hui, je dirais que cette question des futurs souhaitables ou non souhaitables, elle est difficile à aborder, dans le sens où dans un cahier territorial, dans un cahier climatique, on va avoir effectivement la déclinaison de la modélisation
le tendanciel par scénario d'évolution, notamment de température, finalement plusieurs trajectoires. Et à l'échelle du territoire, les acteurs socio-économiques ou les habitants ne se projettent pas forcément systématiquement dans ces trajectoires de manière fine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, ce qu'on ressent pour démarrer une démarche autour de la vulnérabilité précisée, autour d'un plan d'adaptation, c'est beaucoup de questions, c'est-à-dire sur quel scénario tendanciel se baser pour être justement en adéquation avec les ressentis des territoires, en ayant légitimité à faire des propositions ensuite collectives d'action par rapport à ça. Donc c'est effectivement non seulement un sujet, mais un sujet de questionnement, je dirais, en tout cas pour nous, au démarrage d'un passage à l'action concrète finalement, de savoir par quel point d'entrée finalement y aller aujourd'hui, le risque étant à contrario de multiplier au regard des scénarios le champ des possibles et finalement d'avoir une complexité d'abord du passage à l'acte et dans la mise en œuvre pratique par la suite des actions. Voilà ce que je pouvais vous en dire pour un petit peu lancer la discussion avec les spécialistes. Oui, merci. Peut-être Antoine, parce que la question de l'eau, évidemment, il y a cette idée de la projection, d'imaginer les futurs. Comment vous négociez avec cette question sur les futurs et sur les scénarios? Mais Ouranos produit déjà des scénarios climatiques. Il y a aussi au Québec l'Atlas hydroclimatique du Québec méridional, qui est un outil, lui, qui est très utilisé quand même par le milieu, qui nous donne un peu une orientation là, que les choses vont prendre sur les 50 prochaines années, si je ne me trompe pas, dans l'horizon de l'Atlas. Donc, nous, on accompagne beaucoup les communautés en disant, je pense qu'à partir de cette information-là, même si elle n'est pas excessivement précise, on est quand même capable de voir qu'il y aura plus d'épisodes de pluie extrême, puis d'imaginer les effets que ça pourra avoir. Donc, de ne pas toujours être en attente là, du scénario parfaitement adapté à leur réalité et leurs besoins. Ils n'arriveront pas, ces scénarios-là, au Québec. Chaque communauté est différente, puis chacune reçoit les scénarios en disant, chez moi, c'est un peu différent. La rivière ne se comporte pas comme ça pour telle raison. Il y a un barrage ici, mais nous, on réagit davantage aux crues torrentielles. Donc, chacun a une raison de trouver que le scénario n'est pas tout à fait adapté à son besoin. Donc, on essaie de ramener beaucoup les communautés à dire, sur la base d'informations qu'on a, on sait quand même déjà des tendances avec le changement climatique, puis c'est suffisant pour amorcer des processus d'adaptation. Maintenant, je fais un lien avec une question qui était dans le chat là, sur les savoir-faire de Julie Guillemot. Je pense qu'il y a quand même là une avenue qui est essentielle et qui est intéressante. Ce qu'on voit, c'est que plus les communautés vont de l'avant dans les processus d'adaptation, plus elles aimeraient être capables d'utiliser les connaissances pour elles-mêmes faire leur modélisation plus locale, pas modélisation climatique, mais hydrologique, par exemple, associée à leur réalité de bassin versant, à utiliser les données climatiques, mais à leur échelle, donc de faire des analyses de vulnérabilité à leur échelle sans nécessairement toujours avoir recours à un projet de recherche. Là, la recherche a été faite, les techniques existent, maintenant il faut se les approprier, être capable de les déployer. Donc, je pense que là, dans le transfert de savoir-faire vers des échelles plus locales, il y a un grand enjeu d'avenir. Ça demande des ressources, des moyens, beaucoup de choses. Là, ce ne sera pas simple, mais je pense qu'il va falloir s'y pencher définitivement. Merci. Alors, peut-être à ton tour, Guillaume, sur cette idée des scénarios qui ne sont pas seulement les scénarios climatiques, mais aussi pour équiper des récits du futur. Comment tu vois ça? Oui, moi, je vais être très court, en fait, parce que pour moi, je pense qu'à partir de tout ce qu'on a comme information de scénarios climatiques disponibles, ce qu'il nous faut, c'est retrouver cette capacité d'imaginer. Et donc là, on se tourne vers plein d'acteurs qu'on a rarement autour de la table, mais notamment les artistes, on faisait mention, Denis, tout à l'heure, mais aussi des outils qui sont capables de retrouver une créativité, etc., pour justement élargir un petit peu tout ce spectre des possibles et pour enfin commencer à raconter des récits unificateurs autour de choses qui sont non négociables. Par exemple, la perte de la biodiversité, je ne pense pas que ce soit très, très négociable. Et donc, s'en aller ensuite vers des trajectoires. Voilà. Donc, l'imagination, retrouver cette capacité, je pense que c'est assez utile dans cet exercice de prospective. Et Alain, à ton tour? Oui, moi, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit là, par rapport à cette nécessité d'aller
encore plus dans l'imagination. Il y a à peu près 2 ans, suite à des inondations, Ouranos avait recruté une journaliste qui nous avait écrit une hypothétique en 2050 où le Québec avait réussi à complètement reprendre le contrôle des enjeux de gestion d'inondation malgré les changements climatiques. Et donc, c'est un article qui était très positif et qui était assez original. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui avaient été surpris par ça. Et donc, je pense que ça illustre le fait qu'effectivement, il faut probablement essayer des nouvelles méthodes pour tenter de projeter le futur. Ceci étant dit, comme Antoine disait, il y a déjà des outils qui sont disponibles et qui sont en partie utilisés. L'Atlas hydroclimatique, l'Atlas agroclimatique, et donc les usagers terrains sont capables, dans une certaine mesure, de traduire ça pour imaginer le futur. Mais il reste néanmoins que je pense que quand on travaille avec les usagers, souvent, la tendance, c'est plutôt d'aller vers le passé. Et donc souvent, ce qu'on voyait au début d'Ouranos, c'est que s'il y avait des inondations, des événements extrêmes ou des trucs qui étaient cohérents avec les changements climatiques, ben, les gens disaient « Ah, c'est une anomalie de la nature, ça ne va pas se reproduire, etc. » Mais là, plus ça arrive, plus les gens disent « Ah, ben, cet événement-là va avoir tendance à se produire davantage dans le futur. » Et donc, on prend des cas du passé pour essayer de s'imaginer que si on ne fait rien, le futur ressemblera à cette crise-là. Et donc, comment peut-on travailler pour faire en sorte que la crise n'ait pas lieu ou qu'elle se transforme en bénéfice ou des trucs de genre. Donc, je pense que cette notion de connexion entre les projections climatiques et des événements vécus concrètement peut aussi contribuer à développer cette imagination sur qu'est-ce qu'on fait dans le futur. En passant, j'ai beaucoup aussi aimé la question autour des savoir-faire. Je ne sais pas si tu veux y revenir. Oui, vas-y, je te laisse. Donc, c'est la question qui était reprise un peu par Antoine en ce qui concerne le transfert des savoir-faire. Quels exemples, quels modèles donc, peut-être tu te laisses réagir, bien sûr. C'est ça. D'une part, c'est sûr qu'il y a des outils concrets là, qui permettent, en quelque part, à des utilisateurs d'apprendre, de connaître des nouveaux outils pour gérer, pour développer des nouvelles façons de faire, etc. Mais il y a aussi cet accès aux chercheurs ou aux experts, là, ça dépend comment on les prend. Mais ce rapprochement vers la science, je pense, permet de développer davantage de savoir-faire chez les utilisateurs de la science. Puis ça aussi, je pense que c'est de bon augure. Mais moi, l'un des trucs que je trouve qu'Ouranos fait très bien aussi, puis qui, encore une fois, est peut-être un succès intangible ou qui n'est pas assez valorisé, c'est que toute la diversité des projets a permis de former plusieurs étudiants qui ont fait des maîtrises et des doctorats. Et c'est assez frappant de voir la quantité de ces étudiants-là qui sont recrutés par les organisations usagers. Et donc, ça constitue une construction là, de savoir-faire qui est graduellement absorbé par les membres d'Ouranos ou par les membres de la société. Et ça rappelle l'importance de ne pas oublier le monde universitaire, justement. C'est en travaillant en collaboration avec le monde universitaire qu'on réussit à créer cette nouvelle capacité, à renouveler notre main-d'œuvre avec des nouvelles expertises, des nouveaux savoir-faire, alors que souvent la tendance chez les usagers, c'est d'appeler une firme de génie conseil ou une firme de consultants qui, elle, ne va pas créer une nouvelle capacité à la disposition de la société par la suite. Donc, il faut un petit peu reconnaître que parfois, travailler dans un contexte universitaire, ça va prendre plus de temps, mais par contre, il va y avoir des retombées en main-d'œuvre et en nouvelles expertises qui vont être rendues disponibles pour ces mêmes membres. Alain, j'aimerais juste ajouter rapidement à ce que tu dis. Là, les exemples tournent beaucoup autour des sciences naturelles, mais ce que tu dis est vrai aussi pour les sciences sociales. Il y avait une question là, dans le chat à ce sujet-là, mais la connaissance qui s'est développée au cours des dernières années chez Ouranos et ailleurs, là, mais en innovation sociale, par exemple, en analyse de vulnérabilité, en accompagnement des communautés, en évaluation des impacts psychosociaux. Donc, tout ça aussi, moi, il y a 10 ans, quand j'ai commencé à travailler sur les enjeux d'adaptation, il fallait chercher très, très fort pour trouver des gens pour nous accompagner là-dessus. Maintenant, il y a énormément de gens qui ont été formés au fil du temps puis qui maintenant existent dans les ministères, dans les autres instances décisionnelles. Donc, il y a plus d'écoute aussi, de plus en plus d'écoute pour ces approches-là, de plus en plus d'intérêt. On est maintenant dans des situations, on a des projets même financés par le gouvernement où on nous demande de travailler en innovation sociale, ce qu'on n'aurait pas vu
il y a 10 ans. Donc, je pense que ce que tu dis s'applique aussi bien là, à toute la partie sciences humaines, économiques et pas qu'aux aspects là, techniques qu'on a plus abordés jusqu'à maintenant. Tout à fait. Oui, tout à fait. J'allais venir sur cet aspect-là. Bon, peut-être une dernière question et après, je vous demanderai un mot de conclusion. Donc, si vous avez des questions à mettre dans le chat, c'est le moment. Donc, il est venu la question ça a été évoqué de dire finalement, il faudrait qu'on ait des packages de données propres à chaque configuration, à chaque territoire. Donc, on voit bien que nous, on le voit également, on nous réclame du sur-mesure. Par exemple, on a en ce moment une discussion avec les parcs naturels régionaux du Périgord et Limousin qui ont une réflexion sur la forêt et sur comment sera la forêt demain dans ces territoires-là avec les changements climatiques. Et évidemment, ça se programme aujourd'hui. Et donc, ils veulent travailler à ces questions-là avec les exploitants forestiers, mais aussi avec les collectivités. Et donc, on voit bien que ça fait appel toute une série de travaux. Notamment, il y a un travail qui est fait sur la modélisation de la croissance des arbres, des différentes essences dans des contextes climatiques et géographiques différents qui pourraient servir à cette réflexion-là. Mais on voit que ça touche aussi à des façons de gérer la forêt, à des formes d'organisation de la gestion forestière par les professions ou par les propriétaires eux-mêmes. Donc, pour revenir à ça, c'est cette mise à disposition de données pour des spécificités locales. Est-ce que c'est atteignable finalement? Est-ce qu'on ne part pas vers quelque chose d'infini? À l'échelle d'un parc, par exemple, un parc national comme les Cévennes, est-ce que vous pensez pouvoir être en mesure de bancariser suffisamment de choses pour répondre à ces attentes? Et pareil, peut-être pour les organismes bassin versants, est-ce que c'est réaliste de vouloir faire du sur-mesure finalement? Mathieu? Du sur-mesure, difficile, je dirais, de le préciser à ce stade, mais en tout cas, des choix d'orientation et des choix d'indicateurs très ciblés, en revanche, c'est possible. Dans le cadre d'une stratégie scientifique à l'échelle d'un établissement comme un parc, effectivement, les espèces suivies, le nombre de cibles sur les espèces en jeu, sur les espèces patrimoniales est bien précisé. Et donc, du coup, aujourd'hui, on concentre les efforts. Donc, le postulat étant une difficulté d'aller dans l'exhaustivité, mais de par touche, finalement, prendre les bons indicateurs, être en mesure de faire de l'analyse comparée, justement, et je vois plutôt cet enjeu-là, de pouvoir confronter ces éléments de référence à des éléments d'autres territoires, extraterritoriaux, pour justement affiner sur la vulnérabilité, les spécificités territoriales. Donc, a priori, je dirais difficile, mais malgré tout, des méthodes qui permettent d'envisager de la connaissance ciblée et ensuite rendue opérationnelle. Peut-être même question, Antoine? Oui. Le sur-mesure? Sur mesure, peut-être pas complètement sur mesure. Par usage, je pense que c'est nécessaire et atteignable. Pour moi, l'adaptation, elle sera toujours locale. Donc, si on n'arrive pas à répondre aux besoins locaux des gens qui prennent des décisions et qui font l'adaptation, bien, finalement, on fait de la recherche, mais qui ne trouvera pas son aboutissement. Donc, pour moi, oui, il y a le besoin, l'enjeu est structurel. Comment on arrive à faire ça? Là, il y a tellement de besoins, tellement d'organisations locales. Là, il y a un enjeu, mais je pense qu'en formant aussi sur l'utilisation des outils, savoir-faire, il ne faut pas que... peut-être que pendant un certain temps, on peut produire des packages de données, mais qu'il faut aussi s'assurer que les utilisateurs soient capables éventuellement de les extraire eux-mêmes, de les interroger eux-mêmes, certains types de données. Donc, que ça ne reste pas toujours la responsabilité là, de quelques chercheurs de produire les données spécifiques à chaque usage pour tout le Québec. On a un projet très inspirant au Québec là-dessus. Ce n'est pas nous qui le menons, c'est des organisations dans le secteur agricole, mais avec Ouranos, qui s'appelle Agri-Climat. Puis pendant 3 ans ou 4 ans, là, bon, je ne me souviens plus bien, 3 ans, je pense, Agri-Climat, avec Ouranos, il y a eu un gros travail de fait pour comprendre ce dont les agriculteurs ont besoin exactement comme données pour prendre des décisions et s'assurer qu'Ouranos, dans sa production de données, réponde à ce besoin-là. Puis il y a des packages de données
agro-climatiques qui ont été produites par région, qui ont fait l'objet de scénarios. Puis ensuite, l'organisation agricole, elle, a poursuivi tout le travail d'accompagnement des producteurs agricoles, de mobilisation locale, etc. Donc, il faut développer à plus long terme la capacité de produire, d'utiliser ce genre de données-là. Mais je pense que c'est incontournable si on souhaite que des secteurs d'activité complets se mettent en marche là, dans les régions. Très bien. Alors, il y a la question qui vient d'arriver, je pense que ça va être la dernière. On va faire le tour de chacun d'entre vous. Une question très importante, je crois, sur les questions de réglementation, les mécanismes de financement des politiques publiques. Alors, je pense que cette question, elle est pour le Québec, mais elle est vraie partout. Moi, j'avais été frappé à un des symposiums d'Uranos, je crois que c'était celui de 2017. Il était intervenu des spécialistes des assurances et qui sont évidemment très en pointe sur ces réflexions, sur le financement, et ils avaient parlé des incendies de forêt et la manière dont ils étaient en train de reconfigurer leur police et leur système assurantiel avec le changement climatique. Donc, je crois qu'à la fois les juristes, les moyens de financement, la fiscalité sont des enjeux très forts. Alors, je voudrais qu'on fasse un petit tour autour de ça pour voir si vous avez des idées ou des expériences. Et puis, on va s'acheminer, je pense, vers la fin de notre réunion. Alors, je propose que peut-être Alain, tu veux réagir sur cette idée des mécanismes de financement et des aspects juridiques. Oui, en fait, je ne sais pas si ça va directement répondre à la question, mais je pense qu'un des défis que les organismes frontières comme Uranos font face maintenant, c'est qu'avec l'intérêt accru de l'adaptation et les nombreuses facettes où il faut agir, bien là, ça fait en sorte que le rôle est en train de s'élargir. Et je reviendrai peut-être à mon transparent qui parlait de l'importance de se connecter avec différents niveaux hiérarchiques. Et donc, l'importance d'avoir des gens à l'interne de l'organisme frontière qui peuvent justement interagir à ces niveaux-là. Ce qu'on se constate de plus en plus, c'est que de nos jours, quand le gouvernement du Québec développe des nouvelles politiques publiques ou des orientations, ben, ils vont consulter Uranos. Donc, ils appellent Uranos à faire partie de comités. Ils appellent de plus en plus des scientifiques à participer à ces groupes de réflexion-là pour changer les politiques publiques, etc. Mais ça commence à devenir très exigeant en temps et ça devient des rôles très diversifiés. C'est-à-dire que c'est une chose de développer des projets de terrain avec des organismes de bassin versant, etc., pour faire avancer l'adaptation, mais c'en est une autre que d'accompagner la Caisse de dépôt et de placement du Québec ou encore les compagnies d'assurance de mentionner ou encore le gouvernement présentement qui est en train de revoir sa réglementation sur la gestion des plaines inondables. Bien, il faut aussi de plus en plus intervenir à ce niveau-là, jouer un peu le rôle d'organisme frontière ou du moins tenter de partager les aspects à la fois scientifiques, mais aussi les aspects pratiques pour que les gens puissent traduire ça en politique publique qui intègre les changements climatiques à de très hauts niveaux, là, à des échelles nationales ou provinciales, etc. Alors, je ne sais pas si ça répondait à la question, mais c'est un des aspects qui est très d'actualité présentement. On se fait beaucoup demander à participer à toutes sortes de comités. L'organisation est quand même relativement petite, même si je suis convaincu que vous allez trouver qu'Uranos est quand même d'assez grande envergure, mais ça illustre le fait que la demande est presque continuellement croissante et on a toujours l'impression qu'on est en manque de ressources par rapport aux interventions qu'on aimerait nous voir faire. Vous savez peut-être qu'en France, on est en train de discuter à l'Assemblée de la loi climat. Et bien, effectivement, ensuite, il y a tout un débat sur le niveau d'exigence qui est porté par le texte et par la réglementation. Et évidemment, ça s'appuie sur à la fois des travaux de la Convention sur le climat qui a été réalisée en France, mais évidemment sur les travaux d'expertise scientifique aussi. Alors peut-être, Guillaume, est-ce que vous avez dans vos collaborateurs des juristes, des spécialistes des finances pour appuyer vos travaux? Est-ce que vous en êtes là? Non, on n'en est pas rendu là, et même en faisant le tour, on va dire, des scientifiques qui travaillent sur ces questions, on va dire qu'on n'arrive pas à trouver un cortège suffisamment étoffé pour arriver à justement créer, par exemple, un comité qui pourrait se positionner sur telle ou telle question ou apporter des billes, je dirais, aux acteurs institutionnels qui souhaiteraient avancer sur ces questions-là.
Par contre, voilà, moi, par rapport à ça, je dirais qu'on a cette question, on arrive un peu à la frontière, justement, de l'organisme frontière, quoi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que, in fine, la personne qui arbitre, en tout cas, pas la personne, mais plutôt l'organisation qui arbitre, à un moment donné, doit aussi assumer que c'est son rôle et c'est sa responsabilité de se lancer dans tel mécanisme, qu'il soit financier ou qu'il soit, voilà, c'est le rôle même d'arbitrer quelque chose. Et donc, voilà, toute la difficulté, c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure, c'est comment arriver le plus loin possible en fournissant des informations qui peuvent éclairer ces décisions, mais en ne se compromettant pas non plus parce que nous n'avons pas ce rôle-là. Et donc, ça resterait sur un rôle à la limite de recommandation à partir, là encore, d'informations crédibilisées par des travaux de recherche. Très bien. Alors peut-être Antoine, sur les aspects, sur les questions de l'eau, est-ce qu'il y a il y aurait des ouvertures, des besoins, des aspects juridiques à réfléchir et à innover sur ce sujet-là? Et les aspects financement, bien sûr, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Oui. Bien, il y en a énormément. En fait, ce que vivent les communautés locales qui tentent de s'adapter au Québec, c'est qu'elles tentent de faire beaucoup de choses à leur échelle, mais elles vont constamment faire face à des freins liés à la façon dont elles vont chercher leurs revenus municipaux, à un cadre réglementaire qui n'est pas nécessairement adapté à leur réalité de communauté côtière, par exemple, etc. Et toutes ces choses-là sont amenées à évoluer en ce moment au Québec un peu en même temps. Là. Il y a beaucoup de cadres qui évoluent en ce moment sur les rives, sur les inondations, sur le milieu agricole. Donc, on est dans une période d'effervescence en matière de politique publique. Tout comme Alain, nous, on est beaucoup interpellés, puis c'est ça, on a encore moins de moyens. C'est même difficile de participer à tout ce dont on nous demande de participer, mais il y a quelque chose de positif là-dedans, là, plutôt que le gouvernement développe sa politique lui-même. Maintenant, il intègre des usagers, des chercheurs, des organismes frontières dans la réflexion à la base. Quand on parlait de coproduction tout à l'heure, là, on est même rendu un peu là avec le gouvernement. Moi, c'est difficile à suivre, mais je vois ça d'un très, très, très bon œil pour le moment. Puis je vois encore une belle complémentarité où nous, on est très actifs comme organisation politiquement pour demander des changements. Là. Quand on constate des choses sur le terrain, que la fiscalité municipale ne fonctionne pas en ce moment, bien, on va voir les cabinets, on demande ces changements-là. C'est peut-être moins le rôle d'un Ouranos, sauf une fois qu'on a parlé assez fort, qu'on ait suffisamment d'organisations qui l'ont demandé, bien, quand le gouvernement est prêt à passer à l'action, de pouvoir se tourner vers une organisation. Oui, Ouranos est une organisation frontière, mais détient aussi une expertise scientifique, puis de se tourner vers elle en demandant, par exemple, comment est-ce que dans un contexte de changement climatique, on devrait revoir notre fiscalité. Bien, je pense que c'est des grandes questions auxquelles on souhaite qu'Ouranos soit capable de répondre ou d'amener des éléments de réponse. Puis je pense qu'il y a de plus en Alain pourra compléter, mais il y a de plus en plus de chercheurs justement en économie, en sciences sociales, en juridique, en médiation qui sont impliqués dans des projets avec Ouranos. En tout cas, j'ai le sentiment qu'il y en a plus que par le passé. Donc, c'est définitivement quelque chose qui semble être en évolution là, positive pour le moment. Mathieu, sur ces aspects réglementaires et sources de financement? À l'échelle d'un territoire comme un parc national, le premier outil, c'est la charte de territoire. Donc, c'est un document et une approche partagée, concertée, qui a une durée de vie de 15 ans. Et donc, voilà, de manière très pratique, c'est vraiment le cadre finalement d'expression au regard des enjeux, des défis, des priorités d'action qu'on fait émerger progressivement. C'est vraiment le moyen de l'inscrire justement pour faire le lien avec les aspects réglementaires, d'une part, et également comme outil à rendre compatible ou opposable dans certains cas avec certains documents, qui peut faire progressivement levier sur des principes d'adaptation, sur des modalités de cofinancement. Donc, c'est au travers des documents dont on dispose et de la stratégie, disons, des orientations pour le territoire qu'on a un premier levier d'action à l'échelle d'un parc national sur ces sujets. Bien, mais très bien. Mais je pense qu'on arrive au terme de notre discussion. Je crois qu'elle a été très riche. Je vais vous donner juste une minute, un petit mot de conclusion à chacun. Et puis, peut-être Alain dira un dernier mot sur les prochaines perspectives et sur nos prochains rendez-vous. Donc, un mot à chacun. Guillaume. Là, tu m'as pris par surprise. Là.
Alors, le mot, je dirais que quand on met en interaction une communauté scientifique et les acteurs territoriaux, l'idée, c'est d'enlever les étiquettes qu'on peut avoir les uns des autres, quoi. Voilà, c'est de s'humaniser et de voir que chacun peut s'apporter et c'est tout bénéfice pour les uns et les autres. Voilà. Antoine? Oui, ben, peut-être que le dernier mot, ce serait de rappeler l'importance, en tout cas pour moi, de considérer l'aspect multifrontière entre le social, le technique, entre l'échelle plus large et plus locale, entre la science et l'utilisateur. Donc, on parle d'organismes frontières, mais je pense qu'il y a vraiment plusieurs frontières à envisager. Puis là, ben, aujourd'hui, on présentait, Alain et moi, notre collaboration, mais Orana multiplie ce type de collaboration-là avec d'autres grands regroupements d'usagers là, dans plusieurs secteurs d'activité. Puis pour moi, c'est vraiment l'avenue à suivre, là, je pense, pour tout organisme frontière là, qui souhaite que la recherche soit utile aux utilisateurs. Mathieu? Oui, dans le même état d'esprit, voilà, le mot, ce serait effectivement une approche de poursuivre le décloisonnement et d'avoir des approches partagées de la complexité. Donc cette idée que voilà, rien de strictement descendant, rien de strictement ascendant, mais vraiment des émulsions positives et, en ce qui nous concerne à l'échelle d'un territoire et d'un petit territoire, justement pour enrichissement mutuel. Merci. Alain, ton mot de la fin? En fait, moi, c'est deux mots qu'on utilise de plus en plus à Ouranos dans le cadre du développement de notre plan quinquennal, nos orientations. C'est les deux mots, c'est leadership collaboratif. Il faut apprendre à continuer à assumer ce leadership-là, mais il faut le faire ensemble. Il ne faut pas prendre le modèle d'un ministère ou une institution qui assume la totalité du leadership. Il faut le faire de façon collaborative en reconnaissant les contributions positives de chacune. Donc, le terme leadership collaboratif m'apparaît très important là, pour la suite des choses. Très bien, merci beaucoup. Alors, je vois qu'on est toujours une soixantaine à être en ligne, donc j'espère que ça témoigne de l'intérêt de ce webinaire qu'on a tenu aujourd'hui. Donc, les prochains, eh bien, Alain l'a rappelé, c'est le 19 mai. On est en train de réfléchir à un thème. C'était autour, on peut vous donner un peu en avant-première, des questions d'évaluation, des indicateurs de résultats d'adaptation qui traversent beaucoup d'organisations, que ce soit des gestionnaires, mais aussi les scientifiques. Donc, pour l'instant, ce n'est pas encore tout à fait clair. Mais n'hésitez pas aussi à faire des suggestions. En tous les cas, merci à tout le monde pour avoir suivi ce webinaire. Et puis, rendez-vous dans les prochains. On aura enregistré, donc on pourra vous le rediffuser et vous pourrez le partager éventuellement avec d'autres personnes.